Salut tout le monde, bienvenue à ce cours 3. On continue notre périple, hein. On a commencé par mettre en place les bases, se rappeler, se réactiver les cerveaux avec la révolution industrielle. Ensuite, on est allé voir du côté de la France un petit peu comment ça s'était passé, l'établissement des mouvements syndicaux avec les mouvements ouvriers qui prenaient leur essor. Et là, cette semaine, on va vraiment plus se pencher sur les idéologies, donc vraiment les mentalités qui accompagnent cette révolution industrielle-là et ces nouvelles classes sociales ouvrières qui apparaissent en grand nombre. Et aussi celles des bourgeois d'ailleurs, parce que la plupart des représentants de ces idéologies-là sont des bourgeois. Les ouvriers travaillent dans les usines, ils n'ont pas le temps d'aller faire de la politique. Ils vont faire la grève pour essayer d'influencer la politique, mais ils n'ont pas le temps d'aller parler au Parlement. Donc, je vais avoir quelques exemples. Je voulais pas tomber là, dans de la théorie vraiment, euh, entre parenthèses, là, flottante de juste de la théorie pure. Donc j'ai essayé d'aller voir vraiment plus des exemples concrets de personnages là, qui ont influencé ces idéologies-là. C'est un petit peu ça qui va être la ligne conductrice là, pour nos trois idéologies. Je trouvais ça important, là, au début, j'avais mentionné juste socialisme et communisme, mais je trouve ça important de mentionner l'anarchisme parce que ça a quand même des répercussions jusqu'à nos jours encore, c'est encore présent dans notre société. Donc, et ça permet de rester un portrait un petit peu plus juste des différentes idéologies qui se côtoient. Évidemment, face à ça, là, moi je vous présente les trois idéologies qui résultent des mouvements ouvriers, des changements de la classe ouvrière qui demandent comme changement. Mais face à ça, il faut pas oublier, j'en ai parlé au premier cours, là, qu'il y a le libéralisme et le capitalisme idéologique qui est l'idéologie de la classe dominante, de la classe qui est au pouvoir. Et donc, c'est contre cette idéologie-là, le libéralisme, c'est le capitalisme, c'est le penchant économique du libéralisme. C'est la même idéologie en soi, c'est juste qu'il y en a un c'est politique, l'autre c'est économique. Bien, les idéologies que je vous présente aujourd'hui, c'est en réponse à cette idéologie-là, parce que rendu là, on est au 19e siècle, le monarchisme est plus très populaire. Encore un petit peu, là, je vais en parler un petit peu, 1848 que je vous ai déjà mentionné, mais on est au début de la fin là, pour les royalistes. Il y a plus grand-chose qui va tenir très longtemps au niveau des royautés en Europe à ce moment-là. Donc, fin de la mise en contexte, on se dirige directement dans le prédit. Donc, je l'ai fait en trois temps, trois idéologies. Donc, je vais commencer avec les principes du socialisme. Pourquoi? Ben parce qu'il faut quand même savoir de quoi on parle minimalement. Donc, c'est une idéologie issue de la philosophie de l'histoire. Oui, c'est une branche d'études si ça peut vous intéresser, si vous êtes intéressé et à la philosophie et à l'histoire. Évidemment, c'est la philosophie de l'histoire occidentale. Ces idéologies-là sont en Europe. Malheureusement, j'ai pas le temps. Je trouve ça très intéressant de vous faire aussi un petit peu de sortie vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine. L'Asie, l'Amérique latine, je connais quand même bien, mais l'Afrique un peu moins. Mais malheureusement, c'est toujours une question de temps. Je ne veux pas vous faire des cours de 4 heures. Et je pense que vous ne voulez pas avoir des cours de 4 heures avec la vitesse à laquelle je parle. Donc, d'ailleurs, je vais essayer de faire attention. Mais éventuellement, j'aimerais ça sortir un petit peu de notre européocentrisme, mais c'est quand même la société de laquelle on est tributaire. Donc c'est pour ça que je me penche un petit peu plus sur ces pays-là. Et c'est aussi une raison purement logistique. Ce sont les premiers pays à s'industrialiser. Donc c'est là que ces idéologies-là vont apparaître. Oui, l'Afrique, l'Asie va être industrialisée, mais beaucoup plus tard, parce que à ce moment-là, c'est encore des colonies qui font vraiment juste servir à approvisionner les métropoles d'Europe. Donc c'est pour ça aussi que je me concentre un petit peu plus sur ces pays européens-là. Donc, l'idéologie du progrès, mais évidemment donc du progrès positif, hein. On se dit, on est parti d'un passé qui était avec l'esclavage, avec le Moyen Âge et tout ça. Là, on essaye vraiment d'améliorer la société. C'est pour ça d'ailleurs, hein, mon image, la Journée mondiale de la justice sociale, le but c'est d'essayer de redonner et que ce soit un petit peu plus égalitaire partout dans la société. Donc, au niveau idéologique, vraiment au niveau des écrits, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils condamnent ces socialistes-là les inégalités. Encore une fois, il faut faire attention. C'est pas parce qu'ils condamnent les inégalités qu'ils ne les vivent pas. Je fais ici un lien avec le monde qui critique les gens qui mettons, qui disent les voitures ça pollue, les voitures à essence ça pollue, tout ça.
mais peut-être que quelqu'un qui utilise une voiture à essence, c'est un chercheur dans un centre scientifique qui est en train d'essayer de trouver une nouvelle voiture qui fonctionne à l'eau. Ça existe en passant des voitures qui fonctionnent à l'eau, mais les grandes compagnies pétrolières bloquent ce genre d'invention-là avec des brevets et compagnie pour pas que ça prenne de l'envergure. Là. Mais c'est pas parce qu'on utilise le moyen qui est à notre disposition, on vit dans cette situation-là, on n'a pas le choix. On peut pas vivre avec quelque chose qui n'existe pas encore, mais on peut inventer quelque chose qui n'existe pas encore pour améliorer la situation. Donc, ces gens-là sont souvent, je vous l'ai dit, des bourgeois ou des gens, des hommes politiques. C'est généralement des gens aisés dans la société. Euh, Vous avez juste à regarder notre société québécoise, c'est souvent des médecins et des gens qui ont de l'argent beaucoup qui s'en vont en politique parce que ça prend ça pour pouvoir le faire. C'est pas très bien payé la politique, contrairement à ce qu'on peut penser, là, versus, mettons, être chef d'entreprise. Mais ça n'empêche pas que ces gens-là ont des... je reviens à l'époque, là. Ça n'empêche pas que ces gens-là ont eu cette idée du socialisme qui peut faire avancer la société. C'est pas parce qu'on est plus aisé, c'est pas parce qu'on mange bien, c'est pas parce qu'on travaille pas 14 heures par jour qu'on n'est pas conscient que c'est un problème que les autres le fassent. Donc, ils vont lutter pour le bien-être de la majorité, même si eux sont quand même aisés. Et ils vont aussi lutter contre l'exploitation de l'homme. Ça, je vous l'ai présenté avec les ouvriers, on peut vraiment pas le nier. Et le but principal, donc, c'est la justice sociale. Le but, c'est vraiment d'améliorer la société dans son ensemble. Le principe de justice, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais évidemment, donc, ça change dans le temps. Hein, c'est pas toujours la même chose, le socialisme, parce que ça fait quand même 200 ans que ça existe. Au début, le socialisme, c'est vraiment une connotation religieuse. C'est-à-dire, c'est qui les premiers qui vont faire des démarches? Ça va être les communautés religieuses. Là, très rapidement, on va leur reprocher le côté catholique, parce qu'on est dans des sociétés qui commencent à devenir laïques aussi. Mais au début, c'est ironiquement, les sociétés religieuses qui se battent contre le communisme et contre ces idéologies-là, c'est des sociétés qui sont des fois les plus égalitaires. Pas dans les hautes hiérarchies, là, je vous parle pas du pape à Rome qui est assis sur une montagne d'or. Je rentre pas dans ce sujet-là, c'est du vol pur. Là. Mais la base des communautés religieuses, les gens qui vivent au quotidien, il y a énormément de bonnes personnes qui sont dans ces... qu'on partage les croyances ou pas, là, ça c'est un autre débat, mais c'est des gens qui œuvraient dans la société. À l'époque, je vous le rappelle, l'histoire du Québec, Cannes, secondaire 4, l'éducation, la santé, c'était tous des secteurs qui étaient attribués aux œuvres de religion, au Québec particulièrement parce que la religion était très forte, mais il y a beaucoup de gens qui, dans ces congrégations-là, étaient vraiment pour l'entraide, aller aider les mendiants, faire de l'éducation, soigner les malades, et il y a beaucoup de gens qui étaient très, très, très proactifs là-dedans. Mais on va leur reprocher donc le côté religieux, parce que comme je vous l'ai dit, on tombe dans des sociétés qui essayent de devenir laïques, et ils vont tout simplement donc être tranquillement enlevés de ces œuvres de charité-là, pour être remplacés par des organismes établis par l'État, par le gouvernement. Donc là, on est très 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 loin de ça, mais l'aide sociale, par exemple, pour ceux qui ont besoin d'assistance financière. En 1830, on l'a vu la semaine passée avec les Français, on est vraiment rendu là, dans une classe ouvrière qui est nombreuse. Rappelez-vous, là, les mines de Courrières et compagnie, c'est quelque chose qui est bien établi. Donc, les socialistes vont vraiment s'en aller vers la défense de la classe ouvrière parce qu'elle est bien installée à ce moment-là. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc, avec l'aspiration d'une société égalitaire, la socialisation de la propriété et la démocratie véritable. C'est tous des beaux principes, on ne peut pas le nier, tout ça. Ce que j'aime bien, c'est, là je reviens à ma diapo, regardez la caricature qui est en bas. À la base, cette image-là, c'était juste equality, égalité, et equity, équité. Mais il y a quelqu'un qui l'a amélioré, puis je l'adore beaucoup, cette version-là. Donc, la réalité à gauche complètement, on a c'est évidemment c'est une caricature, ça représente quelque chose. Donc, on a nos bourgeois qui ont vraiment tout en dessous des pieds, qui ont une longueur d'avance. Ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, on l'a depuis Occupy Wall Street, puis Occupy partout un petit peu quand ça s'est passé. On a changé de vocabulaire, mais c'est la même chose. Là, on appellerait ces gens-là le 1%, et le reste, le 99%, je vais utiliser des termes qui nous sont plus familiers. Ça revient au même, c'est exactement la même chose. Donc les bourgeois, c'est le 1%, et le 99%, c'est la classe ouvrière. Pourquoi on ne parle pas de la classe moyenne?
Parce qu'on voit les analyses politiques et économiques actuelles, on voit que la classe moyenne, là je vous parle vraiment de 2019-2020, elle est en régression, c'est-à-dire que la classe moyenne s'appauvrit, les riches, eux, continuent à s'enrichir. Ça, c'est de toute période historique qu'on peut le remarquer. Donc je retourne à mon image, la réalité, donc le bourgeois qui est vraiment très bien élevé, notre classe moyenne qui est capable de se débrouiller pour voir, et les pauvres et les travailleurs qui sont non seulement à terre, mais qui sont dans un trou encore plus profondément. Donc c'est vraiment, malheureusement, c'est ça. Il y a des gens qui sont même pas capables de se nourrir, de se loger. C'est ça la réalité. L'égalité, ensuite, à droite, qu'est-ce que ce serait? Bien, on prend les richesses de la société et on les répartit vraiment de façon égale. On ne se pose pas de questions sur justement ta taille, ton poids, tes antécédents familiaux. Là, je vais un petit peu plus loin avec l'origine ethnique. Ça vient de me popper en tête, j'aurais dû l'inclure. Ah ben non, avec les droits d'auteur, j'ai toujours peur d'inclure des vidéos dans YouTube pour me faire bloquer ma vidéo. Mais je vais essayer de vous retrouver ça ou taper dans Google Inequality dans YouTube ou dans Google. Il y a une vidéo que c'est vraiment ça et ça illustre très très bien ça. Ils ont pris, c'est aux États-Unis parce que c'est encore plus marqué aux États-Unis, mais ils ont pris un groupe, je pense, une cinquantaine de personnes. Il y a des Afro-Américains, il y a des Blancs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a un petit peu de tout ce que la société américaine est. Et ils vont leur dire, bon, mais on va faire une course. Le but, c'est, je pense, c'est 10 000 $ qui est dans une enveloppe au bout. Et ils sont dans un grand champ. Et ils vont dire, bon, ceux qui sont capables de se nourrir tous les jours, vous faites un pas en avant. À peu près tout le monde fait un pas en avant. Il y en a un ou deux qui restent en arrière. Déjà là, ça vous en dit long. Ensuite, ceux qui ont encore leurs deux parents à la maison, vous avancez d'un pas. Donc là, c'est un stéréotype, mais les familles pauvres, généralement, dissension familiale, c'est plus fréquent. Ben là, on voit déjà une répartition. Les blancs, hommes et femmes, là, mais les blancs avancent encore d'un pas. Il y a une partie de la population, là, je veux dire les noirs, là, afro-américain ou noir, c'est la même chose. Là, encore une fois, c'est des termes qui changent avec le temps parce qu'on essaye de devenir politically correct, mais c'est les mêmes personnes. Restent pas mal plus en arrière. On va dire ceux qui n'ont jamais fait de prison. Et là c'est vraiment le racisme aux États-Unis. On y reviendra sur ce sujet-là. La quasi-totalité des Noirs arrête là. Les Blancs continuent à avancer, sauf quelques-uns exceptions. Ceux qui ont eu les études payées par les parents, blablabla. Bla, bla. Puis là, ils prennent avec un drone une photo aérienne de ça, et on se dit, bon, mais on part tous égaux dans la vie, puis notre course, c'est une métaphore, là. Notre course, c'est d'atteindre un but, mettons, d'être capable de bien vivre, 10 000 $ pour se payer de la bouffe et ainsi de suite. Beaucoup de bouffe avec 10 000 $. Mais on se dit, tout le monde part égal dans la vie. Mais là, avec le drone, tu vois vraiment là, le champ. Il y a du monde qui ont dépassé la moitié du champ avec les avantages sociaux qu'ils ont. Avec c'est pas de leur faute. C'est là où ils sont nés. Ils ont eu la chance de naître dans la bonne condition. Et versus les autres qui sont en arrière, qui ont eu pas autant de chance dans la vie. Et là, ils disent, ben, go. Puis évidemment, c'est ceux qui sont tout en avant qui remportent l'argent. Donc, c'est ça, les classes, c'est le même principe. Si on met tout le monde égal sur le même truc, mais on n'est pas tous égaux dans la vie. Il y a certaines qui ont, il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles plus développées pour certaines affaires. Il y a des gens qui ont des capacités physiques plus développées pour d'autres choses. Donc, ça nous a amené au troisième principe, le principe d'équité. L'équité, donc je retourne encore une fois sur mon image, c'est on va prendre la réalité de chacun, les différences de chacun, et on va essayer de compenser pour que tout le monde soit capable de bien s'en sortir. Donc notre petit bonhomme ne voit plus la pancarte, mais au moins là, il voit par-dessus parce qu'on a réparti les biens pour être capable de le rendre au même niveau que les deux autres. Et là, j'aimais bien la dernière à droite complètement, la libération, parce que c'est la thématique de nos idéologies aujourd'hui, de ce côté-là. Donc, je trouvais ça bien intéressant comme métaphore. Je pense que je vais y faire référence tout à l'heure, quand on sera de retour dans le communisme un petit peu plus tard. Cette idéologie-là donc, continue à évoluer au courant du 19e et du 20e siècle. Je vous amène jusqu'en 1999, donc beaucoup plus récemment, proche de nous. Lionel Jospin, qui est le premier ministre de la France, donc va dire le système socialiste moderne n'est plus un représentant du système, mais une façon de réguler la société et de mettre l'économie de marché au service des hommes. Donc, Lionel Jospin, c'est un réformiste, c'est un politicien qui veut faire du socialisme.
Encore là, je vais dire bien des affaires. Mon opinion va transparaître que je le veuille ou non dans la façon dont je présente les choses. C'est pas des jugements. J'ai mes opinions à moi, elles m'appartiennent. Vous avez droit à vos opinions à vous. Mais ce genre de discours-là, hein, de politiciens, ils sont bien bons pour dire des affaires qui veulent rien dire dans le fond. Là. Euh, on n'est plus au service du système, on est au service de mettre le système au service des gens. Oui, mais le système est fait sur l'exploitation des gens. Donc, concrètement, ça veut rien dire. C'est impossible de s'en sortir comme ça. Euh, c'est juste pour vous présenter la branche réformiste, hein, les gens qui essayent de changer le système par l'intérieur du système. Je vais y revenir au socialisme réformiste. En fait, on a deux branches principales. Je vous en présente deux. Là. Après, il y a des ramifications. Dans les trois idéologies que je vous présente, là, il y a des ramifications, on n'en plus finir, des sous-groupes, des sous-mouvements. Mais je vais vous en présenter seulement les principaux, les origines, hein, parce que c'est un cours d'histoire. Et dans le socialisme, donc je vais vous présenter le socialisme utopique et ensuite je vais vous présenter le socialisme réformateur, pas réformatif. Juste pour vous présenter ces deux idéologies-là qui apparaissent. Là, je reste encore dans ma période historique là, de début-milieu du 19e siècle, mais je vais dresser un portrait très rapide jusqu'à nos jours pour vous montrer l'évolution de ces mouvements-là. Donc, notre socialisme utopique, justement, le voici. Je vous le dis, là, je vais essayer de faire des portraits à partir de gens, mais quand même, les principes de base, donc, c'est influencé par l'humanisme, ce socialisme utopique-là. J'en profite pour vous rappeler les principes de l'humanisme. Donc, on retourne dans le temps. Je dis souvent en civilisation occidentale, je vous le dis un petit peu moins souvent avec vous à date, mais il n'y a rien qui s'invente hein, dans notre société. On est toujours tributaire, on est toujours héritier de quelque chose qui s'est passé avant. L'humanisme, on peut remonter jusqu'à la Grèce antique et ainsi de suite là, pour trouver des origines à ces idéologies-là. Mais l'humanisme, donc, c'est la Renaissance. On est au 14e, 15e siècle, dépendamment où en Europe. Et humanisme, humain, c'est vraiment, on remet l'humain au centre des préoccupations. On remet l'humain vraiment comme le sujet principal de l'évolution, en fait, de la société. Donc, le socialisme utopique va s'en inspirer. On va vraiment essayer de remettre l'humain parce qu'on voit que l'humain est complètement asservi par les grandes industries et on veut vraiment qu'au lieu que ce soit le capital, l'argent qui soit à l'avant-plan, on veut remettre l'humain à l'avant-plan, comme les humanistes l'ont fait à l'époque de la Renaissance. Donc comment on fait ça? On fait ça en leur promettant vraiment une perspective de progrès. On dit oui, on va peut-être mettre du plomb dans l'aile de l'économie, mais c'est dans le but d'améliorer le progrès pour les conditions de vie des humains. En soi, c'est tout à fait louable. Et la confiance de l'homme en la technique, en l'homme et la technique, c'est-à-dire tout simplement qu'on est capable d'améliorer la société par la technique, c'est la technologie, les bébelles qu'on est capable de construire. Par exemple, je fais une autre référence à Elon Musk, je me souviens plus si c'est dans ce cours-ci ou dans Civilisation occidentale, mais Elon Musk, c'est le propriétaire de Tesla et de SpaceX. Il veut envoyer des humains sur Mars parce qu'il se dit si on détruit notre planète, ce qui est en train d'être fait, d'ailleurs les fusées d'Elon Musk aident à ce problème-là, ou s'il y a une catastrophe, un astéroïde comme les dinosaures, si on est juste sur une planète, ben on est fini en tant qu'espèce. Mais si on colonise une deuxième planète, grâce à la technique, grâce aux avancées technologiques, aux ordinateurs, aux fusées, aux navettes spatiales, au fait qu'on soit capable de construire des maisons sur Mars, c'est des laboratoires, là, mais c'est des maisons là, où les scientifiques vont vivre. On peut s'assurer donc que notre espèce va perdurer dans le temps. Donc c'est vraiment, on se dit grâce à la technologie, on va être capable d'améliorer la société. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai mis l'image qui est en dessous. Là, c'était des images qui rêvaient au début du 20e siècle, donc au début des années 1900-1920. On avait demandé comment ils imaginaient le futur. Vous voyez l'hélicoptère et l'aspect des maisons, on n'est pas tout à fait rendu là, les voitures non plus d'ailleurs, on n'est pas tout à fait rendu là, mais si vous regardez, d'ailleurs, encore une référence à Tesla, si vous regardez les nouveaux véhicules de Tesla, on se dirige vers là, moi je trouve ça atrocement laid personnellement, mais on dirait que ça sort d'un jeu vidéo 2D, mais peu importe, fin de la parenthèse sur le futur, on ne sait pas ce que ça nous réserve, surtout avec les problèmes climatiques. Et donc, le but de socialisme, je reviens à mon socialisme utopique, c'est de vraiment créer une communauté idéale où tout le monde est heureux.
si les humains étaient capables de ça. Malheureusement, je ne pense pas que ce soit le cas. Et c'est vraiment une méthode de transformation de la société. Donc, on veut pas une révolution, on veut transformer la société de façon pacifique. Comment on fait ça? On le fait donc pas à travers une révolution politique, c'est-à-dire on prend pas les armes, on prend pas les barricades, hein, pour faire un lien avec le cours les Trois Glorieuses, je vais finir par le dire, excusez-moi. Les Trois Glorieuses et la Deuxième Révolution française, on va pas le faire comme ça et on va pas le faire par les réformistes non plus. C'est pas en rentrant dans le système politique et en jouant le jeu politique qu'on va y arriver, c'est vraiment donc sur l'initiative de citoyens. Donc, évidemment, à l'origine, c'est des bourgeois qui ont les moyens de faire ça. Et les deux exemples que je vais vous donner, c'est des bourgeois qui ont eu des idées de ça. Mais c'est aussi les coopératives. C'est une initiative qui émane de plus en plus des milieux travailleurs. Les gens vont vouloir s'entraider et ils n'ont pas le capital, ils n'ont pas l'argent pour se partir une entreprise de bienfaisance. De toute façon, une OBNL, un organisme à but non lucratif, à but non lucratif, ça ne fait pas d'argent. Donc, le seul moyen d'être capable de faire quelque chose qui se tient dans le temps, c'est de créer des coopératives. C'est l'option qui va être choisie déjà à l'époque. Coopératif, donc une coop, hein, ce qu'on appelle une coop. Vous avez des coop étudiantes d'ailleurs pour vos livres et compagnie. Ça émane de ce mouvement-là. Un des premiers fondateurs idéologiques, je vous en montre un d'Angleterre puis un de France, pour pas vous bourrer le cerveau non plus pour rien. Donc c'est Robert Owen, beau bonhomme dans sa jeunesse, il était un petit peu moins beau en vieillissant, mais peu importe. Il est né en 1771-1858 à Newtown, dans le Montgomeryshire, en Angleterre. Je le mentionne juste parce que je trouve ça drôle à dire, Montgomeryshire. Les dates, hein, ça je vous l'ai déjà dit, c'est le genre de choses que je ne vous demande pas de retenir par cœur, c'est totalement inutile. C'est juste pour aider votre compréhension puis se situer dans le temps tout simplement. Donc, il est le premier théoricien du socialisme anglais, il est reconnu comme tel, mais il a quand même un parcours assez particulier. Il va commencer à travailler à l'âge de 10 ans dans une draperie. Une draperie, ça fait des draps, tout simplement. Et il va cheminer, mais il va continuer à faire des études. Il vient, même s'il travaille, il vient d'une famille qui est quand même une classe moyenne. C'est pas un ouvrier pur. Il va devenir sous-directeur dans une banque en faisant des études le soir en plus de son travail. Il va finir par être capable de travailler dans une banque et il va évoluer comme ça jusqu'en 1799. Il va faire un mariage avec Anne-Caroline Dale. Pourquoi je le mentionne? Je vous mentionne des fois des mariages quand ça a un impact. Parce que son mariage avec Mademoiselle Dale va l'emmener dans une autre entreprise, l'entreprise de son beau-père, qui est dans, je pense à Manchester, peu importe c'est où. Il va être engagé par son beau-père, en fait, suite à ce mariage-là. Et il va tellement bien se débrouiller qu'il va finir par racheter l'entreprise de son beau-père. Je ne sais pas si le beau-père prend la retraite ou quoi que ce soit, là, ou bien s'il a fait un coup dans le dos pour racheter son entreprise. Mais c'est juste un historique familial comme ça. Là. J'aime bien mettre les choses en contexte. Donc, il va vraiment racheter cette entreprise-là. C'est de la filature, donc faire du fil pour pouvoir faire du tissu. Une entreprise de 2000 personnes, dont 500 enfants qui ont entre 5 et 6 ans. Ces enfants-là, ils viennent d'où? Ils viennent des orphelinats d'Édimbourg et de Glasgow. Donc, des orphelinats, c'est des orphelins, ils n'ont plus leurs parents. C'est des gens qui sont très faciles à employer, mais c'est aussi au niveau moral très douteux. D'ailleurs cette observation-là, j'en viens à ce qu'il va faire par la suite, là, mais je veux ma citation avant. Il va, en observant ses enfants au travail, là, en observant les orphelins pendant des années, il va en arriver à dire, à perdre ses croyances religieuses. Tout simplement, il va devenir athée, c'est ça que ça veut dire. Et il va développer sa propre philosophie, donc la philosophie qui est, dans sa citation, donc fondée sur l'idée que l'homme ne forme pas son caractère lui-même. Il est façonné par sa destinée, donc son quotidien, sur laquelle il n'a aucune prise. Donc, effectivement,
Il faut apprendre ouf, référence louche à la Reine des Neiges, let it go, parce que la plupart des choses, non, je ne me mettrai pas à chanter. La plupart des choses, on n'a pas le contrôle. On fait ce qu'on peut sur ce qu'on a le contrôle, mais la plupart des choses dans la vie d'envergure, on n'en a pas le contrôle. Il faut apprendre à vivre avec. Donc, il va faire ce constat-là et il va aller plus loin en disant donc il n'y a pas lieu de les féliciter pour ses efforts, ni de les blâmer pour ses erreurs. Là, moi, je varie un peu à cette je pense qu'une tape dans le dos quand tu fais un bon coup, c'est pas négatif. Et te faire dire que t'as mal agi quand t'as mal agi, c'est pas négatif non plus. Là, à un moment donné, ça permet de progresser. Mais c'est sa philosophie à lui. Cependant, donc, il va dire moi, je suis né dans les conditions dans lesquelles je suis dans une situation positive. Et ça va vraiment l'amener donc à faire du bien autour de lui parce que c'est un humain bon. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Lui, c'est un bon. Et il va le dire, donc il va jamais demander de mérite, il va jamais demander de reconnaissance à ce niveau-là, mais il va faire énormément de bien à la société anglaise autour de lui. Je vous donne quelques exemples. Donc, il va améliorer les habitations de ses ouvriers, il va créer des bâtiments neufs pour que ses ouvriers vivent dedans. Il va ouvrir un magasin où les produits sont vendus au prix coûtant. Le prix coûtant, c'est le prix que ça coûte à produire. Il ne fait donc pas de profit. Ces magasins-là sont réservés évidemment à ses employés. Il va réglementer la vente d'alcool parce qu'il se rend compte que l'alcool a beaucoup d'influence sur les mœurs. Et il va aussi créer des premières écoles, donc éducation à la jeunesse. Aujourd'hui, il est reconnu par les historiens là, comme étant vraiment le créateur de l'école primaire en Angleterre. Regardez cette belle photo. Il y a beaucoup de gens qui chialent sur l'école parce que à l'époque c'était quand même pas mal plus strict et pas mal plus intense qu'aujourd'hui. Mais donc l'éducation primaire en disant le fait d'être éduqué un minimum, vous les voyez, hein, la joie sur leur visage d'apprendre des choses. Plus sérieusement, le fait d'avoir une éducation minimale, savoir lire, savoir écrire, c'est ça l'éducation minimale, ça permet de mieux s'en sortir dans la vie et ça, en tant que prof, je peux pas le nier. C'est-à-dire que quand on arrive puis on dit on va faire des affaires ensemble, tu vas voir, tu vas faire des millions, signe ce papier-là, puis tu sais pas lire, puis tu fais un X dans le bas de la page, puis finalement tu te fais exploiter, avoir complètement, puis à la fin quand tu dis je me suis fait avoir, on dit ouais mais gars, t'as dit oui, versus tu es capable de lire le contrat. Je vous conseille fortement de lire vos contrats avant de les signer par la même occasion. Oui, ça fait une différence pour s'en sortir. Et être capable de lire, là, l'école, c'est pas fait pour tout le monde. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Le système de l'école, c'est pas fait pour tout le monde. C'est très rigide comme façon de fonctionner, avec les notes pour être capable de passer d'un niveau à l'autre. Il y a des gens, là, je parle pas dans l'éducation alternative Montessori et compagnie, mais il y a des gens qui quittent l'école parce qu'ils sont pas faits pour ce cadrage-là, mais qui vont avoir une carte de bibliothèque puis qui vont lire des centaines et des centaines de livres. Puis ça va être des gens qui vont être excessivement instruits, mais qui n'auront pas un bout de papier de diplôme pour dire je suis instruit. Donc, quand tu sais lire, tu as cette possibilité-là. C'est une question de volonté, mais tu as cette possibilité-là d'aller chercher de l'information et de lire des livres sur tous les sujets. Aujourd'hui, avec... il y avait la caricature qui disait avant Internet, on pensait que les gens étaient stupides parce qu'ils n'avaient pas accès à l'information. On sait aujourd'hui que c'est pas à cause de ça, parce que les gens vont aller sur, là, je m'excuse si vous aimez ça, mais Twitch et compagnie, voir des niaiseries sur YouTube, des Fail Army et ainsi de suite, au lieu d'aller voir des documentaires, au lieu d'aller... puis là, je parle pas d'histoire des documentaires sur la médecine, des documentaires en sociologie, en psychologie. Il y en a à n'en plus finir. C'est comme Facebook, on peut choisir de partager ses photos de bouffe et de chat, ou on peut partager des affaires pertinentes et intéressantes. Là, chacun sa vie, chacun ses intérêts. Ça peut aussi servir comme soupape d'aération, comme cool down. Facebook, vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas, mais c'est mon opinion tout simplement. Essayez d'utiliser les choses de façon un petit peu plus constructive. C'est ce que Owen va essayer de faire avec la construction donc, de ces écoles-là. Et il va aussi donc essayer de créer un environnement positif. Et c'est lui qui va vraiment partir donc ce mouvement des coopératives-là. On appelle ça l'utopie des coopératives parce que lui, dans sa visée, dans ses écrits, dans ses discours, ce qu'il disait, c'est qu'il voulait que le monde soit régi par des coopératives. Ce n'est pas le cas. Donc, ce qu'il aurait voulu, lui, c'est vraiment créer des espèces de petites villes qui auraient le nom de coopératives
Et dans ces villes-là, donc il y aurait eu, c'est des petites villes, là, 1200 personnes. Ça peut être dans des bâtiments aussi qui sont loin les uns des autres. Et excusez-moi, je reprenais mon souffle. Donc, dans ces communautés-là de 1200 personnes, tout le monde a un emploi, tout le monde est utile à cette société de 1200 personnes-là. Ils vivent tous dans le même immeuble et c'est la vie en coopération, donc en communauté par la même occasion. Cuisine et salle à manger commune, tout le monde vit dans dans les mêmes espaces, mais évidemment, donc, on a besoin de temps seul ou de temps privé dans la vie. On ne veut pas tout faire en public. Je rentre pas dans les détails. Donc, chaque couple, chaque famille aurait un appartement privé, sa petite bulle qu'on dirait en québécois. D'ailleurs, il va même un petit peu plus loin dans ses théories. Owen, il dit jusqu'à l'âge de 3 ans, mettons que le couple a un bébé, jusqu'à l'âge de 3 ans, le bébé va rester avec ses parents, avec ses deux parents, être éduqué par eux. Mais à partir de 3 ans, on pourrait les envoyer dans justement la communauté, dans les espaces communs, et ce serait plus l'enfant du couple, ce serait l'enfant de la coopérative, ce serait l'enfant de ces 1200 personnes-là qui géreraient l'enfant tout le monde ensemble. Oui, l'enfant reviendrait dormir avec sa famille, il prendrait le souper avec sa famille, mais le matin jusqu'au soir, il passerait son temps dans des aires communes. C'est une espèce de garderie, et ensuite l'école primaire, et ainsi de suite, et ensuite au travail. Mais vraiment, là, il serait éduqué non pas par les deux parents, mais par la communauté au grand complet. Donc, c'est vraiment, au niveau coopération, on ne peut pas aller vraiment plus loin que ça. Et évidemment, vous en doutez, on est tributaire de la façon dont on est élevé. Ben, si on est élevé par une communauté de gens, ça aurait des impacts significatifs sur les mentalités, sur le fait on est dans une société très individuelle. Là, si on était élevé par un groupe de personnes, ben, on apprendrait beaucoup plus à travailler en groupe, à vivre en groupe aussi, et à mieux gérer tout ça. C'est encore une fois un autre débat, je ne suis pas sociologue, je ne me pencherai pas là-dessus. Face à lui, on a Charles Fourier. Charles Fourier, donc l'exemple que je voulais vous donner pour la France. Il est, encore une fois, quelques dates pour vous situer. Là. Avril 1772 à Besançon et mort le 10 octobre 1837 à Paris. Il ne fait pas l'école de génie. Pourquoi? Ben parce qu'il n'est pas noble. Je vous ai déjà fait la bulle sur les enfants légitimes et illégitimes. Donc, il va faire l'école de commerce à Lyon. Et il va être beaucoup influencé par cette ville de Lyon-là. Parce que la ville de Lyon en France à l'époque, aujourd'hui c'est excessivement beau Lyon, allez-y si vous avez une chance un jour, mais la ville de Lyon à l'époque c'est une ville purement ouvrière, c'est vraiment une ville où les conditions de vie sont excessivement difficiles. C'est là d'ailleurs qu'on a notre canut que vous avez vu la semaine passée, j'imagine. Donc c'est vraiment, il côtoie à tous les jours dans les rues de Lyon quand il est jeune et quand il est aux études, cette pauvreté des ouvriers, cette pauvreté omniprésente dans la ville, et ça va beaucoup influencer sa philosophie, sa façon de voir le monde, et il va à partir de là chercher des solutions. C'est une solution un petit peu encore plus drastique que les coopératives de Owen. Donc, il va s'installer à Paris 1826 et il va proposer dès 1826 la création des crèches. Les crèches en France, c'est les garderies pour nous ici. Oui, c'est ça, je l'ai l'image. Donc la création des crèches. Pourquoi? Non pas pour les enfants cette fois-là, mais bien pour la libération de la femme. Donc c'est quasiment un féministe avant l'heure. Pourquoi? Parce qu'il dit donc le progrès social, les progrès sociaux s'opèrent en raison des progrès des femmes vers la liberté et les décadences d'ordre social en raison du décroissement de la liberté de la femme. Ce que ça veut dire dans d'autres mots, parce que c'est pas notre façon de parler aujourd'hui, c'est la liberté, la société va aller mieux, la liberté va être acquise par les humains si la femme est libérée de son rôle traditionnel à la maison, faire des enfants, s'occuper de la maisonnée, et au contraire, la société va de plus en plus mal quand la femme, elle est astreinte, elle est contrainte à rester dans cette sphère traditionnelle-là. Je n'ai pas plus d'explications que ça sur sa vision, pourquoi il pensait que la liberté s'obtiendrait par la liberté des femmes, mais je le mentionne parce qu'on va reparler de féminisme plus tard dans la session, et donc un premier bond dans cette thématique-là. Je trouvais ça intéressant de le mentionner à ce moment-là. Il va, lui, son progrès, je vous l'ai dit, son idée va aller un petit peu plus loin encore que Owen, et il va vraiment le conceptualiser dans un livre. Il va appeler ça le phalanstère. Le phalanstère, j'ai jamais croisé ce mot-là avant de vous monter le cours, j'imagine que vous non plus.
On est dans le socialisme utopique. Regardez cette belle utopie. Tiens, je fais la parenthèse. L'utopie, c'est quoi? Peut-être que je prends pour acquis, vous le savez. Mais l'utopie, c'est imaginer quelque chose, une situation idéale, qui arrivera probablement jamais parce que la réalité dans la vie de tous les jours fait en sorte que c'est pas possible. Mais c'est des sociétés idéales. C'est petit ajustement grammatical par la même occasion. Donc, la Terre et la société harmonique, donc l'harmonie, devra diviser en 3 millions de phalanstères, chacun regroupant 1500 personnes des trois sexes. 3 millions de phalanstères, donc lui, le monde au grand complet devrait être divisé en phalanstères, c'est 4000 hectares, avec un immense bâtiment, comme vous l'avez vu sur l'image, au milieu. Et on a 1500 personnes qui habitent là-dedans. Là, j'imagine que vous avez fait un petit avec les trois sexes. Je le précise, pour lui, il y a les hommes, il y a les femmes, et il y a aussi les mineurs. Je ne peux pas vous l'expliquer. Dans sa tête à lui, les mineurs sont asexués, sont juvéniles. Juvéniles, c'est les jeunes, dans les équipes sportives, c'est les plus jeunes. C'est vraiment, donc, ils disent, c'est comme s'ils n'avaient pas eu leur puberté, puis ils n'avaient pas vieilli, ils n'étaient pas devenus sexués, c'est comme des enfants, les mineurs, dans sa tête, ce qui est absolument pas vrai quand on regarde les sociétés des mineurs, mais lui, c'est sa théorie à lui. Donc, ces phalanstères-là, comment ils sont constitués? Ils sont constitués donc de 400 familles à peu près, avec de 4000 hectares au total, mais un domaine donc vraiment autour directement exploité avec les champs et l'agriculture de 2300 hectares. Il va y avoir des sections réservées aux arts, des sections réservées aux sciences. Il y aurait des sections réservées... Écoutez, là, ça va très loin. Là. Laissez-moi juste le temps de retrouver. Là. Une tour horloge centrale, la bourse, un opéra, des ateliers, des cuisines. Donc, il a vraiment conceptualisé tout ça et divisé chaque section pour que ce soit optimal. Donc, un exemple concret, c'est mettre les cuisines à une extrémité, avec les salles à manger communes à une extrémité, pour pas que les odeurs dérangent les chambres. Les chambres seraient à l'autre extrémité, par exemple, de ce phalanstère-là. Donc, il a vraiment poussé sa théorie très très loin. Tout est conceptualisé, tout est cohérent. Et dans cette société magique-là, utopique-là, les gens iraient volontairement au travail. Ça, c'est en prendre pour acquis les gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne le feraient pas. En tout cas, peu importe, c'est de l'utopie. On va aller dans l'utopie pour vrai. Les gens, volontairement, seraient dans des conditions de vie tellement agréables qu'ils se lèveraient le matin de bonne humeur en voulant aller travailler. Et naturellement, dans cette société de gens-là, les tâches se répartiraient en fonction des intérêts de chacun. Donc, tu dis, bon, ben moi, j'aime bien ça faire la bouffe, je vais aller travailler aux cuisines. Aussi simple que ça. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de boss, il n'y a pas rien. Mais vu que tu es dans un milieu idéal, que tu vis, tu es heureux dans ce milieu de vie-là, que les gens s'entendent bien, tu veux faire ta part, tu veux contribuer, donc tu vas volontairement aller faire ça. Il y a des gens qui passeraient le balai, il y a des gens qui feraient les lits, là, je ne me mettrai pas à énumérer tout, mais en fonction des intérêts personnels, en fonction de ce qui te fait, on va le dire comme ça, ce qui te fait le moins chier à faire ou ce que tu as le goût de faire, si tu es plus positif, ben tu vas aller faire une tâche pour aider la communauté. Là, c'est l'utopie, vous vous en rendez compte. Chez les gens, il y a des bonnes personnes, il y en a des moins bonnes, il y a des gens qui abusent, les volent, les ci, les ça. Il ne rentre pas dans ces détails-là, évidemment, parce qu'il veut promouvoir son idée. Mais rapidement, on peut voir des lacunes dans ce genre de conceptualisation-là. Ça, je vous laisse encore une fois votre esprit critique et votre réflexion aller. Vous êtes capable d'en trouver par vous-même. Je vous donne un exemple concret du familistère. Encore une fois, ça m'énerve beaucoup en classe. Je pourrais vous montrer tout ça. Puis j'ai aussi des films en arrière là, que je vous amènerai en classe. Je vous montrerai des extraits. Je ne peux pas le faire sur YouTube à cause de la censure. Mais allez en dessous du vidéo, dans le lien prédit, cliquez. Rendez-vous jusqu'à cette diapo-là. L'extrait vidéo, j'essaie de vous en mettre des cours. Là, je pense que c'est 3-4 minutes. C'est un exemple de familistère. Donc, c'est pas le phalanstère. Excusez-moi. C'est le familistère. C'est immédiatement inspiré de ça. Mais c'est un bourgeois français qui va vraiment, lui, le phalanstère va rester toujours une théorie, va rester dans les airs, va rester dans son livre, il va essayer de convaincre des gens, les gens vont jamais embarquer dans cette idée-là en disant ça se peut pas,
ce qui selon moi est un peu vrai. Mais il y a un bourgeois c'est au milieu de la France à peu près, là, au niveau géographique, qui va construire le Familistère. Aujourd'hui, c'est un patrimoine français. Vous pouvez aller le visiter, ce Familistère-là. Et il va réellement donc amener tous les gens qui travaillent dans son usine à vivre dans le Familistère. Il va vivre avec sa famille lui-même dans le Familistère. Donc pour une fois, il montre l'exemple concrètement. Et donc l'image qui est de la vidéo, c'est la cour intérieure, la cour centrale avec les appartements qui sont en haut sur les étages. Et c'est là, la guide qui présente dans le vidéo dit « Moi j'étais une petite fille qui a vécu ici quand j'étais jeune. C'était la cour intérieure, c'est là que les gens donc se regroupaient pour avoir des activités sociales à l'époque où c'était actif ce familistère-là. C'est vraiment un bel exemple. Ensuite, chacun ses opinions là-dessus. Moi, personnellement, j'aime mieux être tout seul à la campagne, dans mon rang perdu, qu'être en groupe. Mais ça, chaque individu est différent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, ce genre de vie-là communautaire. D'ailleurs, ça m'amène à mon mouvement hippie. Donc, il y a plusieurs personnes qui disent que le mouvement hippie des années 60, ils sont si pas beaux. C'est probablement vos parents ou vos grands-parents qui avaient de l'air de ça. Le mouvement hippie est considéré comme le dernier mouvement socialiste utopique par les gens qui analysent ce genre de choses-là. Pourquoi? Ben parce que les hippies, c'est égalité, fraternité, c'est vraiment égalité homme-femme aussi, très important dans le mouvement hippie. Donc, c'est vraiment une dernière tentative plus concrète, là, parce que les autres, ils le faisaient pour vrai à l'époque, de vivre dans une société plus égalitaire. Ce qui est ironique, c'est que ce mouvement hippie-là va donner suite à nos baby-boomers actuels qui ne veulent pas perdre leurs avantages sociaux et qui s'en vont vers une privatisation. En tout cas, je ne rentre pas là-dedans, c'est un autre débat. Là où moi je vais aller, c'est faire une dernière nuance en disant que le mouvement hippie n'est peut-être pas le dernier mouvement d'une société utopique socialiste et plus égalitaire, parce qu'on connaît depuis maintenant quelques dizaines d'années le mouvement de simplicité volontaire et de décroissance. Donc, ces deux mouvements qui étaient distincts, ces deux mouvements qui commencent à se croiser de plus en plus. La décroissance, on commence à en entendre beaucoup parler, parce qu'on sait qu'au niveau la croissance capitaliste, c'est irréaliste. Hein. La planète, elle a tant de ressources. À un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que ces ressources-là. D'ailleurs, vous avez peut-être accès à ça. Là, ça dépend de ce que vous faites justement de votre Internet. Mais généralement, au mois d'avril-mai, il y a un article qui sort en disant ben ça y est, on a épuisé tout ce que la Terre est capable de nous produire naturellement, là, sans engrais chimiques, sans ci, sans ça. Au mois d'avril-mai, généralement, parce que on est de plus en plus pire au fur et à mesure que le temps avance. On consomme de plus en plus parce qu'on est plus d'humains sur la Terre, mais on a consommé ce que la Terre est capable de faire. Donc les gens vont se dire, hey, on est en train de scraper notre environnement, et ça c'est indéniable. Peut-être que si, au lieu d'accepter le modèle capitaliste puis d'acheter tout le temps plein d'affaires, si j'essaye moi, parce qu'on peut peut-être pas changer le gouvernement, donc c'est pas des réformes, c'est des gens qui vont faire eux-mêmes une alternative dans la société, hein, c'est ça la définition du socialisme utopique. Ils vont se dire, ben moi je vais abandonner cette recherche d'argent à n'en plus finir, cette recherche de biens matériels à n'en plus finir, je vais essayer de vivre dans la simplicité, volontairement, simplicité volontaire, et de décroître, hein, la décroissance, mon impact sur l'environnement par la même occasion. Ça commence, les pays scandinaves commencent à avoir des politiques de décroissance, mais c'est pas encore beaucoup à l'ordre du jour. Ça va le devenir parce qu'on n'a pas le choix dans le futur nous le dira, ça je ne sais pas, mais on n'a pas le choix au niveau planétaire, sauf si on se rend sur Mars avec Musk et compagnie. Là, on pourra scraper la Terre parce qu'on est rendu ailleurs. Mais un exemple très concret de décroissance, hein, c'est aussi bête que ça, je vous donne ça parce que c'est ma réalité quotidienne, mais les couches lavables au lieu de prendre des couches jetables, parce que il y avait un magasin qui avait fait ça à New York. Ils avaient mis dans une vitrine une pile de 20 ou 30 couches lavables sur une table, et ils avaient mis l'équivalent de couches jetables. Écoutez, c'était une montagne 2-3 fois plus haute qu'un humain parce qu'on avait des gens devant la vitrine pour nous donner un ordre de grandeur. Là. Ça faisait une montagne de couches. Là, fait qu'au niveau pollution, c'est ça une très 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 grosse, un très gros impact, les couches jetables. Donc c'est ce genre d'idée-là d'essayer de trouver des modèles alternatifs. Le plastique à usage unique. En fait, le concept de déchet est aberrant. Là. On ne devrait pas créer des choses en se disant ben il y a une partie qui sert à rien.
Non, là, on voit apparaître des sacs qui sont faits à partir d'algues ou de cactus. Il y a des chercheurs au Mexique, au Japon. Le Japon, c'est les algues, le Mexique, c'est les cactus, qui sont en train de faire des nouvelles formes de plastique qui sont biodégradables parce que ça ne devrait pas exister un déchet. C'est complètement aberrant qu'on fabrique quelque chose qui ne sert à rien. Mais ça, c'est justement, les mentalités changent actuellement parce qu'on se rend compte qu'on on est dans le trouble. Bref, je finis mes parenthèses. J'ai la jazette aujourd'hui. Je vous avais dit au dernier cours que j'allais compenser après. En voici un exemple. Je continue. On tombe dans notre socialiste réformiste cette fois-là. Pourquoi le socialiste réformiste? Ben, principalement à cause de 1848, le printemps des peuples. Je vous en ai parlé la semaine passée, je vous en reparle pas en détail. Je fais juste vous rappeler que c'est vraiment donc un mouvement social, là, un soulèvement populaire partout en Europe. Vous voyez à gauche le drapeau de la France, ensuite le drapeau de l'Allemagne. Pourquoi il y a deux drapeaux de l'Allemagne? C'est parce que l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne ont un drapeau très, 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 très similaire. L'Italie, et ainsi de suite. Et le défilé n'en finit plus parce que c'est le peuple de partout en Europe qui se soulève. Ça va donc emmener la création des premiers partis politiques socialistes parce que les politiciens vont se dire on était dans le capitalisme, on pensait que tout allait bien, puis là, regardez l'envergure du mécontentement, et mon Dieu, on est surpris, il y en a donc bien des ouvriers. Ben oui, il y en a énormément des ouvriers. Donc là, les gens vont se dire, on serait peut-être mieux de leur faire une coupe d'avantages pour équilibrer le rapport de force, parce que sinon, on va se faire décapiter, comme la Révolution française. Donc, ils savent que c'est concret. Là. Je vous en donnerai d'autres exemples de révolution. La révolution bolchevique en Russie, d'ailleurs, qui a coûté la tête pas la tête, là, mais la vie à du monde. Donc, cette révolution-là va être un début de prise de conscience de la part des bourgeois et ils vont vraiment créer les premiers partis politiques socialistes. Un exemple de ça, donc c'est Ferdinand Lassalle. Laissez-vous pas trahir par son nom. Là. Il a été francisé, c'est un Allemand. Il va créer l'Association générale des travailleurs allemands. Là, riez de mon allemand si vous le voulez, là, mais l'Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein. J'ai même essayé de le pratiquer avant de le dire, avant le cours. Ma blonde a ri de moi. Mais bref, je ne parle pas allemand, je pense que ça paraît. Je vais parler l'autrichien après, vous allez rire aussi. Lassalle dit l'État, ce n'est pas un instrument de domination de classe. C'est pas vrai que ça sert les intérêts de la classe capitaliste, mais on devrait au contraire l'utiliser comme un outil. Un outil pourquoi? Pour rendre la société plus juste, plus équitable. Le but de ça, évidemment, c'est de ne pas avoir de violence parce qu'ils ont peur de 1848 que ça se répète puis qu'ils finissent par être submergés. Mais on va essayer donc de faire des réformes graduelles, successives, pour améliorer la condition de vie des ouvriers en ayant en tête le but de passer au socialisme. Comment? Ben, il n'invente rien, il reprend les principes qui ont été faits avant lui. Donc, les coopératives pour la production. Donc, la production ouvrière, ce que ça veut dire, c'est que l'usine va appartenir aux ouvriers. Je vous ai donné l'exemple de la LIP en France. C'est un petit peu ça, le principe d'une coopérative ouvrière. L'usine, au lieu d'appartenir à un boss qui gagne le profit, va appartenir à l'ensemble des ouvriers qui, entre eux autres, excusez, je viens d'avoir un exemple en tête, se répartissent les profits. Mon exemple en tête, c'est Desjardins, j'allais dire, avec les ristournes à chaque année. Donc, si vous êtes membre d'une caisse Desjardins, il y a une partie des profits qui est redistribuée aux membres, mais c'est aberrant versus les vrais profits qu'ils font puis qu'ils gardent. Je ne rentre pas là-dedans non plus. Bref. Donc, le passage au socialisme va se faire aussi grâce à l'aide de l'État, pas aussi grâce à l'aide de l'État, parce que c'est vraiment le but de l'État socialiste d'améliorer la situation des gens. Et je vous ai mis la photo donc de cette Association générale des travailleurs allemands. Vous le voyez avec leur allure et le beau pitou au milieu. Ils ne sont pas des ouvriers eux-mêmes, c'est vraiment juste des bourgeois qui ont le temps de faire de la politique. Là, je vous fais vraiment un survol des différents partis. Je vous ai pas mis les dates parce que c'est vraiment juste pour vous donner une idée. Espagne, donc Parti socialiste ouvrier espagnol en 1879. C'est le même parti, là, regardez l'image en dessous, évidemment, c'est pas 79, ça c'est 2019. C'est le même parti qui est encore présent aujourd'hui, qui illustre, je pense, c'est le premier parti d'opposition en Espagne actuellement, le Parti socialiste. Ils sont directement, là, c'est vraiment le même parti qui a évolué. Il a un petit peu rechangé de nom, là, mais
on remonte sa généalogie directement de ce premier parti-là. Les Pays-Bas, la Ligue social-démocrate en 1881. Là, c'est juste vraiment pour vous donner des exemples de noms de partis. Là. Vous allez voir les similitudes. C'est aussi pour vous montrer que ça se fait tout à peu près dans les mêmes années en Europe. Donc, je vous donne encore quelques exemples rapidement là-dessus. L'Autriche, là, vous allez pouvoir rire de mon autrichien. Sozialistdemokratische Arbeiterpartei. Je l'ai quasiment le plus prononcé à la russe, mais peu importe. Le Parti ouvrier social-démocrate autrichien. Je suis tout seul, il faut que je me fasse du fun devant ma caméra. Vous me pardonnez. Et le Parti autrichien 1888. 1889, les Suisses avec le Parti social-démocrate. Parti social-démocrate, c'est quelque chose, ce nom-là là, qu'on va retrouver jusqu'à nos jours. C'est l'image, là, je m'excuse du pixelisé, là, mais le Social-Demokraterna en dessous, c'est le Parti suisse qui, encore aujourd'hui, est actif. Ensuite, Norvège 1887, donc vraiment tout dans les années 1880 et la fin, entre 1880 et 1890, pas mal tout le monde, sauf les Italiens. Donc le Danemark aussi, et regardez, ça c'est un journal du Danemark, le Politiken. Vous avez la chef actuelle donc, du Parti social-démocrate du Danemark, danemarkois, je ne pense pas que ça se dise, du Danemark, qui fait face à des problèmes en ce moment parce que le Parti social-démocrate n'est pas assez progressiste selon les Danemarkois, les Danemarkiens. Bref, je vais arrêter de niaiser là-dessus. Ensuite, l'Italie, Parti socialiste italien, lui, en 1895, donc un petit peu plus long que les autres. Il faut se rappeler que l'Italie a été unifiée pas mal plus tard que les autres pays, c'est pour ça que ça y prend un peu plus de temps. Et la France, ben, c'est la merde jusqu'à aujourd'hui. Officiellement, aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, c'est le Parti socialiste, mais le mouvement socialiste français a vraiment ramifié de façon exponentielle avec le temps. Il y a beaucoup de partis socialistes, il y a beaucoup d'alternatives, de nuances, et en fait, ça fait juste diviser ce mouvement-là en France. C'est assez complexe. Les idéologies changent en fonction des chefs qui changent aussi fréquemment que les scandales les jettent en bas de leur piédestal. Fait que je rentre pas là-dedans. On va se contenter du cursus syndical pour la France qu'on a présenté au dernier cours. Les réformes quand même, parce que je ne fais pas juste vous nommer des partis pour le plaisir de vous nommer des partis. Concrètement, ils vont amener vraiment des réformes. Les réformes 1, c'est pendant le 19e siècle, donc les années 1800. Interdiction du travail des enfants, on l'a vu avec Villermé. Interdiction du travail de nuit des femmes. Semaine de 40 heures, journée de 8 heures, ça va être progressif. Là. C'est plus au 20e siècle, mais ces combats-là vont être les premiers combats aussi des syndicats. Légalisation des syndicats, on l'avait vu aussi la semaine passée en France, et le droit de grève, c'est vraiment les chevals de bataille de base des syndicats. Si je suis allé trop vite pour votre prise de notes, faites une pause ici. Moi, je continue. Les réformes, donc, plus pendant le 20e siècle, donc les années 1900, il faut se souvenir aussi de la pause des 2 guerres mondiales à travers ce siècle-là. Mais quand même, donc, les choses que nous, on a aujourd'hui, l'assurance-emploi. L'assurance-emploi, si vous ne savez pas comment ça marche, vous avez un travail. Vous perdez votre travail, c'est pas votre faute. Il y a le COVID. On va prendre un exemple contemporain. Il y a le COVID, votre entreprise ferme, vous perdez votre emploi. Vous faites, là, il y a la PCU spéciale pour le COVID, là, mais peu importe, dans le quotidien, il n'y a pas ça. Vous faites une demande d'assurance emploi. Donc, pendant un certain temps, vous allez recevoir, je pense, c'est 80% de votre salaire, quelque chose du genre, pour vous donner une chance pendant 3 ou 4 mois de vous retrouver un emploi dans votre branche, peu importe. Mais il faut avoir perdu sa job involontairement. C'est-à-dire que si vous dites, moi je travaille chez Sushi Shop puis j'aime pas ça, je m'en vais, ben, vous n'avez pas le droit à cette assurance-là. Donc il faut un travail stable, il faut un travail avec qui vous payez sur vos payes de l'assurance emploi. Et pendant un certain temps, donc 3 ou 4 mois, vous avez droit à cette assurance emploi-là. Après ça, si vous avez toujours pas trouvé d'emploi dans votre domaine ou un autre emploi, ils vont vous dire trouve une job, peu importe laquelle d'ailleurs. Pour l'avoir vécu quand j'étais aux études, ils vous disent m'en fiche si t'es pas dans ton milieu de prédilection, trouve-toi une job, that's it. Tu vas tomber sur l'assurance chômage à ce moment-là, ce qu'on appelle le bien-être social ou l'assurance sociale aujourd'hui au Québec. Donc ça, c'est
c'est plus 80% de ton salaire, c'est moins, et ça, c'est sur le long terme. Donc, c'est comme en deux temps. Tu as l'assurance emploi qui est pas longue, mais qui est pas mal l'équivalent de ton salaire, parce que c'est, mettons, 100% de ton salaire, moins les déductions d'impôts et tout ça, tu tombes à peu près à ça, 80% de ton salaire. L'assurance emploi, c'est 80% de ton salaire clean, là, tu ne payes pas d'impôts là-dessus, ce qu'il faut faire attention quand tu fais ton relevé d'impôt par la suite en mars. Et après, si ça se prolonge sur le long terme, ben là, c'est l'assurance chômage. Petite notion comme ça, si jamais ça vous arrive plus tard. Ensuite, les congés payés, l'assurance maladie, l'assurance dentaire, les congés parentaux. Donc, les choix de 6 mois ou 1 an pour les femmes et 5 semaines. Là, j'ai entendu dire que ça passait cette année à 7 ou 8 semaines pour les hommes. On veut l'égalité homme-femme, mais les hommes ont moins de congés parentaux. Je dis ça parce que j'ai envie de passer du temps avec mon fils, mais ça pourrait être un combat de société pour vrai pour les hommes d'avoir le même congé parental que les femmes. Je comprends qu'on n'allait pas et compagnie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas être avec notre enfant. Fin de la parenthèse. Je continue. On change, on s'en va vers l'anarchisme. Ma liste de réformes que les socialistes ont fait, c'est vraiment pour vous présenter le fait que oui, c'est vrai que les socialistes réformistes vont faire des progrès, mais malgré tout ça, encore aujourd'hui, on est dans une société néo-capitaliste, socialiste, néo-capitaliste. Donc, oui, on a amélioré nos conditions de vie. Oui, on a des avantages sociaux indéniables. On peut pas dire le contraire. Pas partout, mais nous. Mais on est encore avec les mêmes principes de base d'exploitation de la force ouvrière. J'y reviens tantôt avec le communisme. Avant ça, je replonge donc dans mon anarchisme. Excusez-moi pour mon bruit de page, je ne veux pas vous oublier des choses importantes. Donc, je l'ai mentionné en civilisation occidentale pour ceux qui étaient avec moi, M. Auguste Blanqui. Encore une fois, je vais vous présenter deux personnages clés au lieu de vous présenter les grandes théories. Monsieur Blanqui, donc 1805-1881 à Paris, c'est plus simple, il est resté là. Il va vraiment donc promouvoir une idéologie de l'anarchisme. J'y reviendrai là, sur le concept de l'anarchisme. Une révolution qui doit être faite par un petit nombre. Donc, pour lui, les communistes, c'est vraiment les ouvriers qui se révoltent partout dans la société. Pour lui, c'est un groupe d'individus, un petit groupe d'élite, entre parenthèses, révolutionnaire, qui va renverser le gouvernement et qui va emmener une société plus égalitaire par la suite. Comment il va faire ça? Donc par la force, tout simplement, une dictature temporaire. La Révolution française, on coupe des têtes puis on prend le pouvoir. On va remettre ce nouvel ordre-là ensuite au peuple qui devrait apprendre à le gérer comme il peut. Les lacunes dans les théories de Blanqui, c'est qu'il n'y a pas de suite en fait à cette révolution-là par un petit nombre. Selon la théorie de Blanqui, en fait tout simplement la révolution en soi, le fait de couper des têtes de bourgeois, c'est une motivation suffisamment grande pour le faire en soi. Je pense qu'il y avait quelques frustrations de bonhomme. Et l'autre lacune qu'on voit chez Blanqui, c'est qu'il n'y a pas de théorie pour ce qui se passe après. Il dit on va prendre le pouvoir, on va tuer du monde, on va mettre une dictature en disant bon, ben là on fait la transition vers une société plus égalitaire. L'anarchie, c'est de l'égalitarisme, de l'équitarisme, devrais-je dire. Mais comment, pourquoi, qui, on ne sait pas trop. Mais Blanqui est vraiment considéré là, comme un fondateur de l'anarchisme, principalement français, parce qu'il va passer sa vie quasi complète en prison. Il a une grande gueule et il va se faire attraper par les autorités. Mais même depuis la prison, il va il va enseigner en prison aux autres détenus et il va avoir une correspondance. Ils ont le droit d'écrire en dehors de la prison. Et il va continuer à publier des idées, tout ça, comme ça, à travers des lettres codées avec ses amis à l'extérieur des prisons. Donc, il va avoir une grosse influence sur les anarchistes en France. Il est connu, Blanqui, de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il est le fondateur du journal Ni Dieu ni Maître. Ça, si vous êtes déjà allé dans je vais finir par le dire, si vous êtes déjà allé dans une manifestation, vous avez probablement déjà entendu ça. Ni Dieu ni Maître, c'est vraiment le cri de ralliement des anarchistes généralement dans les manifestations. Mais il faut quand même faire attention, là, remarquer, organe communiste anarchiste. Cependant, Blanqui va toujours refuser
de faire des alliances, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus intense, beaucoup plus extrémiste que la plupart des autres penseurs de son époque, et donc même s'il se dit en partie communiste pour la suite des choses, même si c'est pas clair qu'est-ce qu'il veut faire, il va jamais faire d'alliance avec Karl Marx, Friedrich Engels et compagnie. Il va vraiment être seul au front toute sa vie avec son idéologie parce que les autres le trouvent, entre autres parce que les autres le trouvent un peu trop intense. Il va être donc le fondateur de ce journal-là. Et la semaine sanglante, j'y reviens un petit peu plus tard quand je vous parlerai de la Commune de Paris. Pour l'instant, je vais vous parler de Pierre-Joseph Proudhon. C'est vraiment le pilier là, de la théorie, excusez-moi, anarchiste française. Pourquoi Proudhon est aussi important? C'est vraiment le seul théoricien, donc les théories, il est le seul qui a une historique ouvrière. En fait, il est né de 2 parents ouvriers, il travaille dans des usines, mais il va apprendre à lire et à écrire, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien que je vous l'ai dit, il va s'instruire par lui-même. Il va aller dans des bibliothèques, il va voler des livres, pas forcément dans les bibliothèques, là, mais il va voler aussi des livres et ainsi de suite. Et il va s'instruire comme ça, en disant pourquoi je paierai pour m'éduquer, c'est du vol, ce qui n'est pas en soi faux, je ne reviendrai pas sur les frais de scolarité. C'est un autre débat. Mais il va dire donc, il va vraiment en arriver à écrire des livres et à devenir une figure emblématique de ce mouvement anarchiste-là français. Je vous en donne quelques exemples quand même parce que c'est flagrant là, à quel point il a bien structuré sa pensée. 1840, son premier ouvrage, ça c'est le titre « Qu'est-ce que la propriété ?» ou « Recherche sur le principe du droit et du gouvernement ». Et la leçon, là, la phrase qui est retenue de ce livre-là, qui est parvenu jusqu'à nos jours, la propriété, c'est le vol. Donc, il va aussi dans ce livre-là utiliser pour la première fois l'expression de socialisme scientifique. Il veut vraiment, dans cet ouvrage-là, il veut vraiment expliquer de façon scientifique pourquoi on n'a pas le choix de laisser faire le capitalisme et de passer dans une société socialiste anarchique pour lui, mais l'anarchie, c'est une connotation négative dans notre société à nous, mais pour eux, c'est quelque chose de constructif. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus tantôt. Mais donc, dans ce livre-là, il va déjà s'établir comme étant un philosophe de la chose. Il va aller plus loin là, dans ses différents ouvrages tout au long de sa vie. Je vous en donne donc quelques exemples. Il imagine la banque du peuple, une banque d'échange en fait. Le but de cette banque-là, c'est assez contradictoire selon nos principes, mais le but, c'est d'abolir l'argent, d'abolir la monnaie, d'abolir le salariat, donc le fait de travailler contre un salaire. Blanqui voudrait annuler ça, voudrait enlever ça dans la société, ce qui en tout cas, il le justifie bien. Je ne rentrerai pas dans les détails théoriques là, parce que ça devient long, mais si ça vous intéresse, vous pouvez lire Proudhon, là, il était encore très accessible, mais il va dire donc le salariat, le fait d'échanger notre temps, hein, parce que c'est quoi le travail? C'est je prends du temps pour filmer, je prends du temps ensuite pour réécouter le cours au complet, faire le montage, et ensuite je vous le transmets. En échange de quoi je reçois un salaire. Donc mon temps que j'investis dans cette tâche-là, je reçois de l'argent en échange de ça. Donc pour lui, il dit c'est aberrant que le temps soit monnayable. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a des montres. Tiens, je voulais vous en parler dans l'industrialisation, je ne l'ai pas fait, de quand est-ce que les montres sont apparues, mais c'est une invention qui est très récente. Pourquoi les montres et les horloges sont apparues? Ben, c'est parce qu'on peut comptabiliser le temps de travail, on peut comptabiliser, on peut monétiser le temps de travail en fonction du calcul qu'on fait. Donc c'est pas l'horloge, ça existait, les cadrans solaires et tout ça depuis très longtemps, mais les gens s'en fichaient s'il était midi et 1 ou midi et 30, hein, ça n'a pas d'importance sur leur quotidien. Ils travaillaient quand il faisait jour, ils se reposaient le soir, puis c'est tout. Mais nous, dans les sociétés donc industrielles, le temps est devenu primordial. Rappelez-vous de nos premiers penseurs, pas philosophes, mais de nos penseurs du capitalisme qui s'en allaient dans les usines décortiquer chaque mouvement. Ben, ils minutaient le temps de chaque mouvement pour être capable de vraiment maximiser. Le temps a vraiment pris un rôle important. Et Proudhon donc, nous dit que c'est une aberration que le temps devienne monnayable. En soi, c'est pas con. Et le but aussi, donc, de ces banques-là, c'est de supprimer la recherche de tout intérêt et la recherche de toute réalisation de profit. Donc, très loin de notre mentalité capitaliste actuelle. Il est aussi pour l'abolition de toutes les formes de pensée et d'organisation ecclésiastique. Je vous ai fait la caricature de l'école qui servait
à modeler les gens. Hein. L'éducation, veut pas, ça joue beaucoup sur les humains qu'on devient en tant qu'adulte. On peut être réactionnaire à cette éducation-là, mais on peut aussi en être tributaire. Il est vraiment... pourquoi? En fait, c'est la hiérarchie. Le livre, c'est une critique de la religion au Québec. Là, je ne rentre pas là-dedans. Mais Proudhon va dire que en fait, la hiérarchie de l'Église, les curés, les prêtres, les archevêques, jusqu'au pape, et ainsi de suite, c'est le même principe que la société ouvrière, classe moyenne, bourgeoisie, haute bourgeoisie, et ainsi de suite. C'est le même principe. La hiérarchie fait en sorte qu'il y a des inégalités, et donc la hiérarchie religieuse n'est pas meilleure que la hiérarchie sociale. C'est pour ça, et il est athée par la même occasion, c'est pour ça qu'il il va proposer ça. J'en profite pour dire que c'est intéressant de voir là, des livres où il commence à amener des idées athées, parce qu'avant ça, même beaucoup longtemps après ça au Québec, ce genre d'idées-là, si elles étaient publiées, ça avait des répercussions graves sur la vie des gens. Mais là, on voit la société française, avec la Révolution française, est quand même beaucoup plus ouverte à l'athéisme que le Québec a pu l'être. Mais bref, on voit ce discours apparaître là. On voit aussi dans les idées de Proudhon, donc, l'idée du fédéralisme et l'idée du mutuellisme. Le mutuellisme, c'est quoi? En fait, c'est le prix, au lieu de fixer un prix, repenser à ma bébelle de l'exemple de la gym, au lieu de fixer un prix en disant ça m'a coûté 5$ à produire, je vais le vendre 7$, je me fais 2$ de profit. Aujourd'hui, si on prend par exemple un cellulaire, et ça, je sais pas les prix exacts, mais la proportion, c'est ça. Hein. Un iPhone, ça coûte à peu près 75-100$ à produire si on inclut la main-d'œuvre cheap de l'esclavage qu'ils font en Asie. Et ils vont vous le vendre 700, 800, 900, 1500$. La proportion, c'est pas des jokes, c'est ça pour vrai, la marge de profit qu'ils font ces compagnies-là. Là, Proudhon va dire le mutuellisme. En fait, on va dire ça, ma job pour fabriquer ça, ça m'a coûté 75$, mais je vais te le vendre 75$ pour pouvoir recevoir 75$ de bouffe en échange. Donc, c'est vraiment l'abolition de la recherche du profit. C'est justement ce principe de croissance. Hein. Les capitalistes ont mis un beau mot, là, la croissance, on grandit, c'est bien, c'est positif, mais en fait, ça a des effets néfastes sur la société et sur l'environnement. Donc, Proudhon va essayer d'annuler ça avec le mutuellisme. Il identifie aussi là, deux sortes de propriétés. La propriété par coercition, donc par la force. Hein, on prend le sol, on prend les bâtiments, c'est à moi, ça m'appartient. Et la propriété par le travail. Donc, encore une fois, si j'ai travaillé pour fabriquer ça, ben, j'ai le droit de l'avoir. Si vous êtes, j'aime bien gosser du bois l'été en camping, si vous êtes capable de fabriquer des affaires en bois, ben, tu l'as fabriqué, si tu as travaillé, il est à toi. Tu n'es pas obligé de partager obligatoirement tout avec tout le monde. C'est pas ça l'anarchisme non plus. Mais les biens communs, la vie, là, ce qui souligne, c'est la vie et la terre ne peut pas appartenir à quelqu'un. Donc, ça ne veut pas dire viens planter ta tente chez moi, mais ça veut dire si tu occupes ce territoire-là, oui, tu l'utilises, tu vis dessus, il t'appartient momentanément, mais tu ne peux pas acheter un terrain puis que tu vas le léguer pendant 15 générations à la même famille. Ça, c'est une critique des grandes familles aristocrates en Europe là, qui ont des domaines et des domaines gigantesques pendant qu'il y a des gens qui meurent de faim et qui n'ont pas de place pour vivre. Donc, évidemment, c'est dans le contexte social. Je continue. Trois autres exemples rapides. La société de crédit mutuel, ça c'est quelque chose qui existe en France. Hein. Le crédit mutuel, c'est vraiment l'image, le sigle que je vous ai mis en haut, c'est vraiment l'image, le logo, je vais finir par le dire, le logo de la compagnie Pauvret qui existe en France. Il y a le Crédit Lyonnais, il y en a plein de crédits en France qui existent. Le but, c'est vraiment de rendre le crédit gratuit. Ça, c'est un petit peu aussi quelque chose qu'on connaît moins, hein, le crédit gratuit. Le principe, là, je ne rentre pas dans les cours d'économie, mais tu utilises ta carte de crédit, tu dépenses 100$. Sur ta carte de crédit, tu as un taux de 18%. Donc, ton 100$, tu vas le rembourser 118$. Si tu le rembourses en dedans d'un mois, parce que si tu dépasses ça, ben, ça tombe à taux et demi, taux double et demi, et ainsi de suite. Donc, c'est un moyen de faire du profit pour les compagnies de crédit. Là, lui, ce qu'il dit, le crédit mutuel, le mutuellisme, on va s'entraider. Tu as besoin d'argent pour construire une maison, je vais te prêter cet argent-là, tu vas me le rembourser, et les seuls intérêts qu'on va mettre mettons, tu m'empruntes 200 000, tu me rends 200 000, mais tu vas me rembourser 200 000 et 400$ parce que ça coûte 400$ de frais administratifs.
je fais pas du profit pour m'en mettre dans les poches. On paye la job, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut payer le travail des gens. On paye la job administrative que ça a coûté de faire cette paperasse-là. Donc, c'est pas encore une fois, pas une recherche de profit. C'est une recherche d'entraide. Ça, c'est l'anarchisme. Autre exemple, l'assurance mutuelle. L'assurance mutuelle, je vous donne un autre exemple concret. On est tout le monde dans la classe en présentiel, si la vie était aussi belle que ça. On se dit, bon, ben chacun, on met 50$ dans un pot. Et là, c'est notre assurance. Si jamais il arrive un pépin à quelqu'un, on va aller piger là-dedans. Donc, je sais pas, vous vous emmenez à l'école, puis un tailleur vous avez un problème avec un tailleur, vous allez au garage, vous payez le garage, vous revenez en disant j'ai pas eu l'argent pour le payer. On prend dans le pot, on le donne, on va payer le garagiste avec ça. Et ensuite, la personne qui a emprunté dans le pot commun va rembourser la même somme, pas d'intérêt, pas rien, juste rembourser la même somme qu'il a emprunté. Et donc, le but, c'est vraiment de s'entraider. Là, lui, il va vraiment plus loin que ça. Là. Sur les biens, mettons un dégât d'eau, une sécheuse, une laveuse qui coule, puis ça défile le sous-sol au grand complet. J'ai vécu ça la semaine passée. Ben là, tu peux aller voir l'assurance mutuelle, tu vas prendre de l'argent dedans, puis tu vas rembourser, mais sans intérêt par-dessus. Ensuite, l'assurance maladie, les gens aussi pourraient fonctionner comme ça. Là, il l'a théorisé pas mal plus loin, je ne rentre pas dans les détails une fois de plus. Et un autre exemple, une société de bourse. Une bourse, donc, qui a c'est pas la bourse qu'on a aujourd'hui, hein, qui spécule puis qui crée des marchés qui valent plus ou moins cher. C'est vraiment une société qui a pour but donc de fixer à titre indicatif la valeur des biens de façon juste et équitable. Hein. Donc, je vous ai mis une caricature, ben, je l'aime bien celle-là. Ce sont les mêmes robes, oui, mais il y a un rayon origine France garantie et un rayon exploitation asiatique assuré. Donc, ça, c'est un petit peu comme le trademark de écologique, vegan et compagnie. Je dis pas que ça n'existe pas, puis je dis pas que c'est pas positif, mais il y a des compagnies qui en abusent pour juste passer trending. Là. Donc, excusez l'anglicisme par passer mode. Mais c'est vraiment ça, en fait. Là, il y a une espèce de... En fonction de d'où est-ce que ça vient, où est-ce que c'est populaire, on va gonfler les prix, alors qu'en réalité, si on le vend 10$, et s'ils le vendent 10$, c'est 10 euros, s'ils le vendent 10 euros, ben c'est parce qu'ils font encore du profit à ce prix-là. Donc, je fais ça, c'est toujours l'exemple, et c'est ce qui me fait rager. Là. Généralement, quand tu es en fin de saison, puis tu t'en vas payer des manteaux ou des bottes d'hiver en disant liquidation de fin de saison ou liquidation de fin d'année chez les concessionnaires automobiles, ça aussi, je ne rendrai pas sur le sujet des concessionnaires automobiles. Mais tu sais, s'ils te vendent le prix de la voiture ou le prix du manteau à 50%, 70, 80, 90% de rabais, ça arrive des fois quand ils font des liquidations. Mais dis-toi que quand ils le vendent à 90, probablement 80-90% de rabais, là, probablement que tu commences à te rapprocher du prix du cost et ils font peut-être encore un petit peu de profit à ce prix-là. Je vous ai donné l'exemple des iPhones tout à l'heure. Là. On est dans une société où la marge de profit, c'est faramineux. Là. Donc, c'est ça aussi, la bourse a pour but donc de donner la valeur juste des biens pour pas que les prix enflent comme ils l'ont fait. Et pourquoi j'adore Proudhon? La véritable révolution ne peut arriver que par un peuple instruit, capable de mener ses affaires lui-même. Ça, là-dessus, je rejoins Proudhon à 100%. C'est pour ça, entre autres, que je suis devenu prof. Je pense que l'instruction, c'est la base de toute prise de conscience. Encore une fois, si on est capable de... Je ne parle pas de l'école, mais je parle de si on est capable de lire, si on a un esprit critique. Je le mentionne souvent, l'esprit critique. Peut-être qu'on ne va pas gober le discours sur le fait qu'il faut rester confiné pendant que des ministres vont en voyage dans le sud. Là, je rentre pas sur le débat de confiné, pas confiné. Là, chacun son opinion, chacun ses affaires là-dessus. Je pense que c'est nécessaire à certains niveaux, mais peu importe. J'embarque pas dans ce sujet-là. Mais pour moi, c'est fondamental. L'instruction, c'est la base de tout progrès social. C'est, en tout cas... À date, l'histoire nous le prouve là, quand on regarde ça à grande échelle. Je fais pas de parenthèse plus que ça là-dessus, j'en ai déjà fait en masse des parenthèses. J'embarque dans le communisme, notre troisième idéologie. Notre communisme, vous le connaissez probablement à cause de ce monsieur-là, mais ce monsieur-là, jeune, vous ne le reconnaissez pas. Vous l'avez probablement plus vu comme ceci, donc avec la grande barbiche.
quand il était un petit peu plus âgé, donc il s'agit évidemment de Karl Marx. Je fais encore un petit portrait sur Karl Marx, mai 1818 en Rhénanie, la Rhénanie c'est en Allemagne, et jusqu'à mars 1883, il va mourir à Londres. Karl Marx, il va vivre dans le coin de Berlin pendant un certain temps. Je fais juste un petit portrait ici pour expliquer des choses qui vont venir après, là. Son père est un avocat juif, sa mère est une juive convertie hollandaise, mais Karl, lui, ne sera jamais baptisé juif. Pourquoi? Parce que son père... Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, parce que son père... je prends beaucoup d'air en parlant. Il est juif d'origine, mais les juifs en Europe vivent du racisme profond. Hitler ne va pas attaquer les juifs pour rien. C'est déjà le cas pendant les années 1800. Et son père va se convertir au protestantisme pour pouvoir avoir accès au travail. Et Karl Marx ne sera jamais baptisé juif, il va être baptisé protestant. Mais à cause qu'il vient d'une famille juive, les gens qui vont critiquer le communisme vont critiquer Marx et vont critiquer le fait qu'il était juif, vont dire le communisme c'est une invention des juifs. Et là vous me voyez venir, on s'en va vers Hitler. J'y vais pas plus loin que ça parce que vous la connaissez cette partie-là de l'histoire. Mais c'est faux, il n'est pas juif, c'est juste que les juifs sont vraiment un objet de racisme de longue date en Europe, et c'est une façon de justifier ce racisme-là, une façon de plus de justifier ce racisme-là. Donc, il va aller à l'université de Bonn, puis à Berlin. Il va étudier le droit, l'histoire de Berlin, je vous l'ai mis sur la carte, c'est pour ça. Université, donc, il va étudier le droit, l'histoire, la philosophie. Et si jamais ça vous intéresse, en 1841, sa thèse de doctorat, je vous ai expliqué les CQSUP, il va faire le titre de sa thèse, La différence philosophique de la nature chez Démocrite et Épicure. Petite lecture légère de fin de soirée, si ça vous tente. Il est inspiré par la philosophie hegelienne, je vous l'ai dit, on ne vient pas de nulle part. Lui aussi, il a des prédécesseurs. Friedrich Engels, excusez-moi, à ne pas se mélanger avec Engels comme je viens de le faire. C'est vraiment le philosophe qui est au sommet de sa puissance, entre parenthèses, de son influence dans la société allemande à l'époque. Donc, il est vraiment là pour une recherche empirique, une recherche concrète de la vérité dans le quotidien de la vie. Je vous laisse lire la citation en anglais. Tiens, s'il y en a qui sont moins à l'aise en anglais. Donc, to be independent of public opinion, pour être indépendant de l'opinion publique, il est formal condition to achieve anything great. Donc, excusez, il fallait que je la relise pour avoir le contexte complet. Pour devenir indépendant, excusez-moi, c'est difficile. Pour devenir indépendant de l'opinion publique, il faut devenir indépendant de l'opinion publique pour être capable de réussir quoi que ce soit d'important. Donc, être capable de ne pas se soucier de l'opinion des autres. J'ai fini par y arriver. Je trouvais que c'était une belle leçon, c'est pour ça que je vous l'ai mis là. Marx va être influencé par ce Engels-là, mais il va aller plus loin en disant il faut que la philosophie elle soit athée, donc Engels est un protestant, et il faut aussi qu'elle serve l'intérêt de la classe ouvrière. Marx ne va pas être tout seul là-dedans, il va avoir un allié, Engels, donc c'est pour ça Engels, c'est facile surtout ces deux Friedrich, c'est facile de se mélanger. Friedrich Engels, cette fois-là, son comparse de toute la vie, le co-auteur de toutes ses œuvres, donc le novembre 1820, à Barmen, excusez-moi, pas barman comme barman de bar, là, en Allemagne, et août 1895 à Londres. Son père est un chef d'entreprise, il est vraiment excessivement riche. Son père va d'ailleurs faire fortune dans la révolution industrielle d'Angleterre. Donc il vit en Allemagne, mais il a investi dans des entreprises anglaises et c'est comme ça qu'il va devenir excessivement riche. Mais Engels va rejeter complètement l'héritage familial. Il va dropper le lycée. Le lycée, c'est l'équivalent ish du cégep ici. Et il va décider d'aller travailler dans des usines pour être avec le peuple. Ça prend quand même du guts, mais surtout quand tu arrives d'une famille aisée. Et c'est vraiment drôle parce qu'Engels, c'est vraiment drôle. Ok, je suis historien, j'ai pas grand chose d'autre à faire. Fin de la joke. C'est vraiment drôle parce qu'Engels va aller en Angleterre et il va se faire faire une fausse carte d'identité et il va se faire engager dans les usines de son père, mais sans dire qu'il est le fils du propriétaire et il va travailler comme un ouvrier normal pendant quelques années là.
Engels va très rapidement publier ses premiers ouvrages en disant le premier livre qu'il a écrit, c'est la condition de vie de la classe ouvrière en Angleterre. Il va l'écrire quasiment instantanément en arrivant en Angleterre. Il va vraiment être proactif pour faire une prise de conscience chez les ouvriers avec lesquels il travaille. Il va participer pendant 1848 au Printemps des Peuples. Il va être dans un contingent de civils armés qui va se battre contre le pouvoir en place, et ainsi de suite. Il aurait pu mourir, il n'est pas mort, ce qui va lui permettre de continuer son ouvrage par la suite. Et Engels va par la suite, au lieu d'être le théoricien aussi important que Marx peut l'être du communisme, il va retourner travailler, et c'est ça qui est intéressant avec Engels. C'est pour ça qu'on lui reconnaît son crédit aujourd'hui. Oui, il va contribuer, oui, il va écrire, mais en background, souvent, Marx va reprendre les manuscrits d'Engels, va les retravailler, et ils vont les publier en tant que co-auteur, mais on va donner, pendant leur vivant, on va donner quasiment tout le crédit à Marx. Aujourd'hui, on sait à quel point Engels a travaillé fort. Et pourquoi Engels est en background? Mais c'est parce qu'à la fin de la Révolution de 1848, il retourne travailler dans les usines de son père de façon incognito. Pourquoi? Parce que tout son salaire, tout son argent, il l'envoie à Marx pour que Marx ne soit pas obligé de travailler et qu'il puisse continuer à écrire sur la doctrine communiste. Donc, un beau dévouement, une amitié comme ça court pas les rues, c'est un beau dévouement. Et notre personnel, parce que je trouve ça drôle, c'est notre personnel-là. Marx va dire donc le communisme, il faut mettre les choses en commun, blablabla. La seule chose qu'il va dire qu'il ne faut pas qu'il change, c'est la famille. Il est marié, il a des enfants. Mais ça ne l'empêchera pas d'avoir des aventures avec sa femme de ménage et d'avoir des enfants illégitimes. Et à l'inverse, son meilleur ami Engels, lui, va avoir 3 femmes, Marie et Lizzie Burns, je ne sais plus c'est dans quel ordre, mais peu importe, c'est 2 sœurs. Ça doit être particulier, Marie est la sœur de ton ancienne femme, peu importe. Mais il va avoir donc 3 ou 4 femmes, si je me souviens bien, et on lui reconnaît à Engels vraiment le premier ouvrage féministe, en disant que dans le fond, le mariage homme-femme, c'est le premier outil de domination dans la société, parce que c'est la domination de l'homme sur femme, le patriarcat, c'est la domination de l'homme sur la femme, c'est très vrai par la même occasion, mais on peut se demander est-ce que c'est une façon de justifier ses mœurs au niveau de ben, la première femme elle meurt, là, mais les autres je ne sais pas, quand il a changé de femme. Donc c'était la petite anecdote un petit peu plus légère à travers la matière. Friedrich Engels va s'en aller donc travailler à Manchester, je vous l'ai dit, dans les usines de son père, et les deux vont finir leur vie en Angleterre parce que l'Angleterre les tolère beaucoup plus que le pouvoir allemand qui est en place. La doctrine, donc là on rentre vraiment dans l'idéologie marxiste, c'est quoi? Elle est définie à partir de 1845-46 vraiment de façon très claire. Avant ça, je vais y revenir au manifeste du Parti communiste, là, mais la structure vraiment scientifique apparaît dans l'idéologie allemande de 1845-1846. Ce que, là, c'est un énorme résumé. La société et la pensée des humains, c'est le résultat des moyens de production. Ce que ça veut dire les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font pas arbitrairement. Ils les font ni dans des conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. Donc, ce que ça veut dire plus concrètement, c'est que les conditions réelles d'existence, si tu vis dans le désert, si tu vis en Europe, si tu vis ailleurs, ça a une influence directe sur le développement de l'histoire, sur les conflits entre les classes sociales, sur l'exploitation de l'homme par l'homme, et ça va être vraiment le milieu de vie et les moyens techniques, la technologie, qui va influencer comment la société se développe. Je vous le résume dans une autre phrase, donc cité de cette idéologie allemande-là, ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la vie qui détermine la conscience. Donc, si aujourd'hui on est conscient de notre impact sur l'environnement, c'est parce que l'environnement nous fait savoir que ça va pas bien. Vous avez juste à regarder les continents de déchets sur les océans, qui en est un exemple facile. On a cette prise de conscience actuellement là. Pourquoi? Parce qu'on est tributaire de ce qui s'est passé avant et on se rend compte de l'impact que l'on a. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On vit dans un monde comme ça. C'est ça que ça veut dire en bref, tout ça. Le monde, donc, je vous l'ai mis là, ma citation, je ne m'en souvenais plus, excusez-moi. Donc, le monde est divisé le monde humain là, est divisé en 2 groupes. On a d'un côté les producteurs, le groupe que j'appelle le groupe A,
Ils possèdent vraiment donc le travail, l'organisation du travail dans les usines, la division, l'esclavage, servage, tout ça, on va s'en reparler. Et ils s'opposent aux forces productives. Donc, on a ceux qui possèdent le terrain, les bâtisses, les machines et tout ça. Mais on a aussi ceux qui produisent directement, c'est les travailleurs. Donc, les machines aussi produisent, mais elles sont détenues par les producteurs. C'est la force vraiment, donc, ceux qui effectuent les tâches. Et invariablement dans les sociétés, là, c'est l'analyse de Marx et d'Engels, on a toujours une opposition, une lutte de classe entre A, les producteurs, et B, les forces productives. Pourquoi? Ben parce que les producteurs sont conservateurs, ils veulent garder leurs privilèges, ils veulent garder leur richesse, leur terrain, leur manoir, leur peu importe quoi. Tandis que les travailleurs veulent acquérir de nouveaux privilèges, des meilleures conditions de vie, et ainsi de suite. Ils vont le prouver de façon théorique, ça. Encore une fois, hein, revenez, faites pause si ça va trop vite pour les notes. Euh, ils vont le prouver en analysant l'histoire. Donc, ils vont dire, on a 6 phases, 7 phases dans l'histoire humaine. La préhistoire, donc on est dans un communisme primitif. Ils appellent ça le communisme primitif. Pourquoi? Ben parce qu'à la préhistoire, c'était tout le monde, c'était des bandes humaines, hein, un peu comme des bandes de singes. Tout le monde travaillait de façon collective, tout appartenait à tout le monde. Le but, c'était la survie. On n'avait pas le temps il fallait s'entraider pour survivre, on n'avait pas le temps de dominer. Ensuite, on est tombé dans le patriarcat quand on est arrivé avec la sédentarisation, avec le fait d'avoir du grain, avec des surplus de bouffe, on a eu le temps de faire d'autres choses. Et la première chose qu'on a inventée, c'est de dominer les femmes par la force physique des hommes. C'est un stéréotype, mais oui, généralement, les hommes sont faits sur un frame plus gros à cause qu'ils sont chasseurs-cueilleurs. Oui, il y a des exceptions, oui, c'est pas partout pareil, mais surtout les sociétés européennes, c'est une situation biologique qui est prouvée de règle générale. Ensuite, on est arrivé dans l'Antiquité. Là, c'est vraiment donc la domination des esclaves, les hommes par les hommes. Je fais appel à vos connaissances antérieures. Je ne vais pas dans les détails de ça. On est ensuite tombé pendant le Moyen-Âge dans la féodalité et le servage par une classe militaire. La classe militaire, c'est qui? C'est les seigneurs, hein, les chevaliers qui avaient ce qu'il fallait pour se battre versus les serfs, les travailleurs, les agriculteurs qui ne pouvaient pas se défendre face à des militaires de métier. Et ensuite, on a eu l'arrivée du libéralisme avec la Révolution française de 1789. Là, on a vraiment laissé faire la propriété des humains. Encore une fois, pas partout et pas de façon égale. Mais on a arrêté de posséder des humains hein, parce que les serfs, au Moyen-Âge, ils étaient attachés à la terre, ils appartenaient au Seigneur. Là, les humains sont libres, entre parenthèses, parce qu'il faut qu'ils travaillent pour avoir un salaire et manger. Mais on s'est mis à avoir la propriété des machines, donc l'apparition de la révolution industrielle et des machines. Par la même occasion, donc, on a nos nouvelles classes sociales, le prolétariat qui est en lutte contre la classe A, hein, les propriétaires, les capitalistes, et le capitalisme plus largement. Là, Marx et Engels vont faire des prophéties hein, dans leur tête à eux, c'est inévitable. Il y a une suite à cette histoire-là. On va se diriger vers le socialisme. Le socialisme, concrètement, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que, comme Proudhon, mais Proudhon, c'est Blanqui, il disait c'est un groupuscule de gens qui vont aller prendre le pouvoir. Pour Marx et Engels, le socialisme, c'est les ouvriers qui vont se soulever, qui vont renverser les politiciens et qui vont prendre le pouvoir de l'État. Pour eux, le socialisme, c'est une phase inférieure, une première phase vers l'émancipation, la phase inférieure. Les gens vont prendre le gouvernement, ils vont utiliser le gouvernement pour se gérer, se réguler. Et ensuite, la phase supérieure, la phase ultime de l'histoire humaine, ce qui est un peu illogique parce qu'ils disent que chaque étape évolue vers une nouvelle étape, mais en tout cas, ils prêchent pour leur paroisse. Ils vont dire l'étape ultime, l'étape supérieure, c'est le communisme. L'État n'existe plus dans le communisme parce qu'on va s'être rendu compte que ça sert à rien un État au-dessus des gens. Les gens vont être capables de s'entraider, de s'entregérer. On va voir l'apparition d'un homme nouveau, un homme humain, là. Des gens foncièrement bons, foncièrement aidants, foncièrement qui veulent contribuer au bien-être collectif. La répartition va être répartie de façon équitable en fonction des besoins de chacun et en fonction du travail de chacun. Donc c'est vraiment une société idéale. Hein. On revient un petit peu à notre socialisme utopique à ce moment-là, selon moi, parce que la nature humaine est bien plus complexe que ça. Il y aura toujours des gens qui veulent s'accaparer les richesses des autres, trahir, manipuler et ainsi de suite.
Je rentre pas là-dedans, mais c'est un beau rêve, il faut le dire. C'est attrayant comme mentalité, surtout quand tu fais partie des masses qui sont exploitées. Ça va avoir beaucoup de réponses dans la société. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il va y avoir beaucoup de réponses dans la société, c'est parce qu'on est dans un contexte particulier. Avant ça, je finis avec mes théories du communisme avant d'aller dans les exemples plus concrets. Donc, la métaphore de l'édifice, ils vont le présenter comme ça, le communisme. On a donc, premièrement, l'infrastructure. L'infrastructure, c'est un petit peu comme le squelette du bâtiment. C'est les beams de béton à l'intérieur, les choses qu'on ne voit pas. Mais donc, ce sont les forces économiques, les ressources et les activités, le travail. Et par-dessus, on a la superstructure. La superstructure, c'est comme le revêtement extérieur, ce qui fait en sorte que le bâtiment il a l'air de ce qu'il y a de l'air. C'est les idées, les mœurs, les institutions politiques, les institutions religieuses. Et toute donc la superstructure sert à justifier, dans son cas à lui, le capitalisme, sert à justifier l'infrastructure. Donc, encore une fois, les mœurs, les institutions politiques, la religion vient des conditions de vie dans lesquelles on est, donc de l'infrastructure. Mais elle sert à justifier cette infrastructure-là, évidemment. Et donc, toutes les structures, c'est ça qu'on a fait avec les phases là, de l'Antiquité, Moyen-Âge et ainsi de suite, vont connaître une période de croissance, d'apogée et de déclin. C'est là que je trouve ça drôle là, parce qu'ils le nomment eux autres mêmes, mais le communisme, lui, il va rester pour toujours parce que c'est la phase ultime. C'est quelque chose qui fonctionne un peu moins dans cette idéologie-là, qui est pourtant très bien structurée pour le reste. Je tombe un petit peu plus dans Oh non, j'ai oublié mon petit Trump, excusez-moi. Je le trouve tellement baveux avec sa face. Je voulais donc parler de la résistance de l'État. Je trouvais que ça fitait sa face avec ça. La résistance de l'État, parce que vous l'avez vu suite à sa destitution, sa résistance. On en reparlera d'ailleurs des émeutes raciales qui se sont passées quand on parlera du mouvement d'émancipation des Afro-Américains, parce que ça dure encore aujourd'hui. On l'a vu avec la démission de Trump. Mais donc, dans la situation du capitalisme, ils vont dire, donc, l'État va résister à ce changement-là, cette transition vers le socialisme et le communisme. Pourquoi? Parce que c'est les bourgeois, les conservateurs qui veulent garder leurs avantages, qui sont dans cet État-là, dans ce gouvernement-là. Et la seule option, donc, c'est la révolution prolétarienne. Là, on reproche à la révolution qu'elle soit violente, mais eux vont dire la violence quotidienne que les ouvriers vivent dans les usines, le fait de ne pas manger, de ne pas bien être habillé, de ne pas bien vivre, de mourir à 30 ans, pour ceux qui se rendent jusque-là, est-ce que c'est pas de la violence, ça? Donc, ils vont relativiser les choses, ils vont bien le faire par la même occasion. Et ils vont dire donc le but idéal du communisme, c'est vraiment l'abolition de la propriété privée. Pourquoi? S'il n'y a plus de propriété privée, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. On peut répartir tout ça à travers tout le monde. Donc, il n'y a plus d'exploitants et il n'y a plus d'exploités et cueillis baveux. Donc, concrètement, les ouvrages clés, là, j'essaye de vous faire ça rapidement. Les ouvrages clés, on a le manifeste, ça, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment donc une commande. C'est pas, ça a été commandé par la Ligue des Justes, la Ligue des communistes, qui va s'appeler la Ligue des Justes par la suite. Peu importe. C'est un groupe de socialistes allemands. Ils vont donc demander à Marx et à Engels de théoriser la théorie communiste. Là, je ne lirai pas le titre en allemand, vous m'avez déjà assez subi comme ça, avec les langues étrangères. Je vous lis la première petite citation, donc, comment le manifeste, si vous ne l'avez jamais lu, je vous le ferai lire en classe dans les parties ateliers complémentaires, mais là, on ne le fera pas. Donc, un spectre hante l'Europe, le spectre du communisme. Toutes les puissances de la vieille Europe se sont unies dans une sainte alliance pour traquer ce spectre. Le pape et le tsar, Metternich aiguisé, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. En fait, ce que Marx et Engels vont dire dans ce manifeste-là, ils vont dire on n'est pas prophète, on n'annonce pas des choses, on est juste des observateurs et ce qu'on dit dans ce manifeste-là, c'est ce qu'on observe de notre société et c'est ce qu'on voit qui s'en vient dans notre société-là. Ils vont dire le socialisme réformiste, les partis bourgeois qui se sont créés, ils vont pas assez loin, ça marche pas. On peut pas faire du réformisme avec le capitalisme. Il y a une révolution qui s'en vient. Et là, on est avant la révolution de 1848, avant le printemps des peuples. Donc, ils voient que c'est en ébullition. Le manifeste va être publié en février 1848. Et c'est pendant le reste de l'année qu'on va avoir les soulèvements en Europe. Donc, ils sont vraiment... Le timing est excellent pour eux. Mais le timing est excellent parce qu'ils regardent la société dans laquelle ils vivent et ils se rendent compte que c'est vraiment ça. Donc,
Je vous l'ai dit, le printemps des peuples va être écrasé par les autorités. Hein. Le pape, le tsar, Metternich, c'est tous les hauts dirigeants des différents pays d'Europe. Le pape, c'est pas une influence d'un gouvernement, mais c'est une influence morale. Ils le disent, oui, ils ont peur de cette force communiste, la mise en commun de la force ouvrière. Hein. Communisme, la mise en commun. Juste pour le préciser, si c'était pas clair. Ils vont le dire, donc principalement la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est dans ce manifeste-là? Ils vont le dire. Ils vont aussi présenter le contexte de mondialisation avec toute l'histoire du colonialisme, comment les Blancs ont mis leur autorité et leur suprématie sur les autres peuples du monde. Et ils vont aussi dénoncer le travail des enfants. Je vous l'ai dit, hein, quand on a parlé de Villermé, il n'était pas tout seul. Il y a plusieurs acteurs qui agissent dans ce sens-là à l'époque. Euh, le manifeste le manifeste du Parti communiste, le nom complet, c'est ça. Ça va vraiment être c'est écrit premièrement par Engels. Marx va le retravailler. Ils vont être publiés comme co-auteurs et ça va faire un effet explosif dans la société. Pourquoi? Parce que c'est un manifeste. Ça le dit, là. C'est pas un article théorique, c'est pas de la science, c'est pas des mots incompréhensibles comme ils vont faire après. C'est vraiment un outil de vulgarisation. Donc, c'est un livre, un petit livre, là, c'est vraiment pas très épais. Je vous le sortirai en classe, je vous l'aurais emmené en classe, mais peu importe. Ça se lit très rapidement et ça représente directement la réalité des quotidiens comme on dit regardez, c'est ça votre condition de vie, c'est ça vos conditions de vie, c'est ça vos conditions de vie. Ah oui, c'est ça que je vis. Ben vous êtes exploité et le moyen de finir ça, c'est de vous révolter. Et là, donc, ça va mettre le feu aux poudres, bien que c'est déjà omniprésent dans la société. Eux autres, ils font juste l'écrire de façon structurée. Mais ça va vraiment, vraiment, vraiment avoir un gros impact. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, les communistes se font référence au manifeste de façon fréquente, même si la réalité des grandes industries avec des milliers d'employés, c'est moins concret dans nos sociétés actuelles. Le manifeste va finir avec la phrase légendaire qui est utile. Hein. Je vous ai présenté le cri de ralliement, ni Dieu ni maître pour les anarchistes. Ben là, ça va être prolétaires, c'est les ouvriers, hein, les prolétariens. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Donc, par la même occasion, hein, ils vont dire le concept d'État-nation, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, ça amène des frictions, ça amène des guerres. Les deux guerres mondiales vont le prouver que c'est vrai. Si on abolit les frontières, ce que la zone euro essaie de faire, mais c'est pas dans une optique de libération. Si on abolit les frontières et que les gens se rendent compte qu'ils vivent la même réalité dans les différents pays et qu'ils s'unissent, ben on va pouvoir améliorer la condition de vie des humains, tout le monde ensemble, tous en poussant dans la même direction. Encore une fois, c'est un très beau message, plein d'espoir. La réalité, malheureusement, va être un petit peu différente. Vous connaissez l'histoire du 20e siècle avec les guerres mondiales et ainsi de suite. Le Printemps des peuples de 1848 va vraiment donc prouver à Marx et Engels que ce qu'ils disent c'est vrai. On s'en va vers le communisme. Regardez, les peuples d'Europe se soulèvent. Tout ça, ça va durer quelques années. Hein. Ça va prendre des mois et des mois à régler, dépendamment de où on est en Europe. Ça va se finir donc en 1851 avec un coup d'État en France avec Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu du premier Bonaparte. Ça va prendre donc 3 ans avant que ça se règle partout en Europe. Oui, c'est une défaite pour Marx et Engels, mais pas seulement. Donc, ce soulèvement-là a vraiment permis une expansion du communisme. Regardez ici, je commence à vous apprendre à prendre des notes efficaces. Expansion du communisme. Prenez vos propres méthodes à vous, là, mais c'est un exemple que je peux vous donner. Prise de conscience ouvrière, hein, les ouvriers vont se rendre compte que on s'est soulevé, mais ils sont soulevés aussi en France, ils sont soulevés aussi en Allemagne. Donc c'est une réalité qu'on n'est pas les seuls à vivre. Et une prise de conscience internationale. Marx et Engels vont créer la première internationale. C'est une organisation communiste internationale européenne là, à ce moment-là, où ils veulent défendre les intérêts des ouvriers. Il va y en avoir 3, là, la 1 et la 2 dirigées par Marx et Engels, la 3 dirigée par Lénine, on en reparlera au cours de la Révolution russe. Mais c'est vraiment un mouvement, ils veulent être supranational, ils veulent être international dans ce mouvement-là. Et les révoltes de 1848 sont un pas dans la bonne direction selon eux pour ça. L'autre, j'ai-tu l'image? Oui, j'ai l'image, la Commune de Paris.
J'en ai pas parlé la semaine passée dans l'histoire française de la Commune de Paris, principalement parce que j'en ai parlé un petit peu en long et en large dans mon cours de civilisation occidentale. C'est un événement que j'aime bien. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer j'ai un prédit, j'avais une conférence de fait là-dessus spécifiquement. J'ai un prédit puis j'ai des notes si ça vous intéresse. La Commune de Paris, c'est vraiment un soulèvement des Parisiens après la guerre contre les Prussiens, contre les Allemands. Euh, les Parisiens vont se retourner en 1871 contre le gouvernement. Ils vont abolir toutes les règles du gouvernement français et ils vont faire purement de l'anarchisme et du communisme. Ils vont annuler les loyers, les gens vont pouvoir vivre gratuitement dans les logements. Ils vont établir des écoles gratuites, ils vont établir des places de commerce où les gens viennent échanger sans payer en fonction de leur capacité, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un événement ça dure 3 mois, là. C'est très court dans le temps, mais c'est quelque chose qui va vraiment marquer l'esprit des gens à l'époque. Et Marx et Engels vont voir la Commune de Paris comme en disant, oh mon Dieu, regardez, on l'a dit il y a 30 ans, mais là, il y a eu les révoltes de 1848, on est rendu en 1871, puis là, c'est encore plus concret que c'est vraiment du communisme. On s'en va littéralement vers ça. Ils vont mourir pas longtemps après, les deux, là, autour de 1883-85, 83 pour Marx. Donc, ils verront jamais la suite, ensuite les guerres mondiales et tout le nationalisme qui va remonter. Mais pour eux, là, ils sont vraiment confortés par ces deux événements-là, que oui, la société s'en va vers le communisme, et il y a une partie de la société qui s'en va vers là pour vrai à l'époque. Je ne fais pas d'analyse actuelle parce qu'on est en histoire, on n'est pas en sociologie. Je finis avec deux petites affaires. Le capital, ça, je ne peux pas passer à côté. Regardez la grosseur du livre. C'est un monument. Je l'ai en 3 tomes parce que ça se transporte mieux. C'est vraiment, là, c'est un ouvrage théorique. Les dernières années de sa vie, les 10-15 dernières années de sa vie, Marx va passer sa vie dans une bibliothèque en Angleterre, à Londres, et il va écrire Das Kapital, le capital. Et là, c'est vraiment, il veut faire... Le manifeste, c'est la version populaire, la version vulgarisée qu'il donne à tout le monde. Là, avec le capital, il veut vraiment la version scientifique, la version... c'est une analyse économique des rouages du capitalisme et pourquoi ça ne fonctionne pas sur le long terme, le capitalisme. C'est très ardu. J'ai lu ça par intérêt personnel et des extraits dans des cours d'économie à l'université. Si ça vous tente, vous pouvez le lire, mais c'est pas, attendez-vous pas à une compréhension à la première lecture. Et les chapitres, les livres s'en vont de plus en plus gros, plus ça va. Il y en a 3. C'est une grosse lecture, mais c'est une richesse au niveau théorique pour la conceptualisation scientifique du communisme. C'est indéniable et c'est pour ça que le capitalisme, l'argent, le capital c'est l'argent, c'est pas pour rien qu'il donne ce nom-là et c'est pas pour rien que c'est encore utilisé aujourd'hui. Et je veux finir avec cette petite image-là, juste pour vous dire que ces idéologies-là, tout à l'heure je vous ai dit qu'elles évoluaient dans le temps. Aujourd'hui, dans les manifestations, on voit vraiment plein de drapeaux différents. Donc la partie noire, la couleur noire est vraiment associée à l'anarchisme. Le rouge est associé au communisme. Donc déjà, on a les anarcho-communistes ou les anarcho-syndicalistes. Ensuite, une conception que je ne comprends pas avec le jaune, anarcho-capitalisme. Je ne comprends pas comment ces deux idéologies-là peuvent se côtoyer, mais bon. Ce que je voyais de plus en plus en 2012 pendant les grosses manifestations, c'est avec l'anarcho aux privitimiste qui disent, mais bref, je vais vous le dire, c'est l'écologisme, l'anarcho-écologiste remise en priorité de la planète. Encore une fois, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier de nos jours. Et vous le voyez donc anarcho-féminisme, anarcho-queer, on va en parler de la diversité sexuelle, et l'anarcho-pacifisme, donc on veut changer la société, mais de façon pacifique, suite au mouvement de Gandhi et autres ailleurs dans le monde. Donc, vous le voyez, ces idéologies-là vont évoluer avec le temps. Moi, je vous ai montré vraiment les idéologues, les fondateurs de ces pensées-là. Je vous l'ai dit, entre autres avec le Parti socialiste français, souvent après c'est la merde parce que ça se ramifie avec des nouveaux penseurs, des nouvelles variantes, des nouvelles nuances, des nouvelles... je prends par exemple le communisme, ça c'est pas une petite branche, c'est une énorme branche, là, mais qui va dériver vers le le marxisme-léninisme, excusez-moi, je cherchais le terme exact, le marxisme-léninisme, parce que quand Lénine va prendre le pouvoir,
il est en URSS, il va en Russie et en URSS. Il est un écrivain et un idéologue très actif, donc il va faire des variantes qui se rapportent à la réalité russe. Donc, j'ai essayé de vous montrer les bases, j'ai essayé de vous montrer les idées principales, les penseurs principaux, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous allez étudier en politique ou si vous allez vous intéresser à ces sujets-là, là, c'est des sujets qui sont très vastes. Mais je trouvais ça important de vous brosser un portrait, hein, parce que oui, on parle du quotidien, du matérialisme historique, la réalité dans laquelle les gens vivent. On va en reparler encore dans les 2 prochains cours. Mais ces gens-là, il y a une idéologie, une façon de voir la vie qui vient avec. Je trouvais ça important de les mentionner aussi. Donc, oubliez pas, je finis là-dessus, oubliez pas que vous avez un fichier vidéo à me remettre. Fiez-vous aux dates dans le Léa, là, je les ai plus en tête par cœur parce que je vous parle depuis tantôt. Vous avez un fichier vidéo à me remettre très bientôt pour que je puisse faire le montage et que vous puissiez les visionner, que vous n'ayez pas juste à m'endurer moi pendant les cours. Donc, je vous le rappelle, 8 à 12 minutes, c'est un portrait. L'oral, là, il faut que vous le fassiez, puis il faut que vous suiviez la grille de façon générale, juste pour nous dresser un portrait général de votre sujet. Je ne vais pas m'attarder aux virgules, vous le voyez, même moi quand je vous parle, je m'en fâche, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. L'oral, si vous suivez la grille et que vous abordez tous les sujets, vous avez vos points. Le but, c'est pas de vous... encore une fois, je pense que je l'ai dit quand on était en présentiel dans le Teams, je suis pas méchant dans ma correction, mon but, c'est pas de vous enlever des points, mais je veux m'assurer que vous ayez commencé votre travail et parce que les autres élèves ont besoin de les connaître. Ces vidéos-là, vous devrez les écouter parce qu'il va y avoir des questions aussi sur ces sujets-là à l'examen pour vérifier que vous écoutez ce que vous avez à écouter parce qu'en classe, je vous aurais fait faire des exposés en live. Donc, n'oubliez pas de m'envoyer ça pour que j'aie le temps de faire le montage, pour que vous ayez le temps de pour que vous puissiez les écouter à temps. Donc, je continue à vous donner l'information dans le Léa et par Mio si c'est nécessaire. Lâchez pas, on se rejoint la semaine prochaine. Salut!